Bonsoir à tous, bonsoir dans la salle, bonsoir sur le chat, bonsoir la table, bonsoir la régie, bonsoir tout le monde. C'est déjà la 7e émission de Screen Spirit. Si c'est votre première, pas de souci, je vais recontextualiser. Screen Spirit, c'est une émission qui parle de cinéma aux passionnés, aux nouveaux arrivants aussi. C'était bien cette musique, cette petite musique un peu lounge. Allez, c'était déjà, il veut pas aller voir Dune 2, on va se battre. Non, mais non. Mais comme vous l'avez compris, on va confronter nos points de vue et puis essayer de conjuguer ensemble nos passions pour le cinéma. Putain, c'est beau, prenez des notes. Ce que je dis, ça me touche, quoi. Donc, dans cette émission, on va revenir sur tout un tas de films, notamment les films qui sortent en salle, qui sont déjà sortis, qu'on a pu voir, ou ceux qu'on attend particulièrement dans les semaines à venir. Et puis, on finira par un petit quiz. Mais avant toute chose, je vais faire un rapide tour de table pour vous présenter les gens qui nous accueillent. Je commence par les habitués maintenant, vous le connaissez, Julien Dupuis. Salut Marie. Comment je te présente, Julien, au bout de la Je sais pas, déjà j'ai un écho très bizarre. Oui. Ouais, j'ai une grosse voix. Ouais. Comment tu me présentes? Journaliste, voilà. Chroniqueur, auteur, réalisateur, de doc. Acteur aussi, selon ta fiche IMDb. T'as une fiche IMDb, je crois. Ouais. Acteur. Ouais. Non, je suis pas acteur. Hein. Okay. Je suis apparu dans Le Fils de Chucky. Ouais, alors, non, mais c'est incroyable. J'ai fait une apparition à côté de John Waters. Et voilà. Et dans La Horde. Et donc, on te retrouve... Ah, c'est trop bien. On te retrouve dans le podcast... Capture Mag. Plusieurs podcasts, même. Ouais. Plusieurs podcasts, plusieurs ouvrages. Dans la revue Trois Couleurs, notamment. Bah ouais. Voilà. Et à tes côtés, on a également quelqu'un de chez Trois Couleurs, il me semble. Chloé, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. C'est ta première Screen Spirit. Effectivement, oui. Tu as fondé le média Merci l'Audace et tu as un compte Instagram qui se focus à 100% sur les réalisatrices. Oui. Voilà, et c'est bien de le souligner parce qu'il y a beaucoup de personnes extrêmement talentueuses à qui tu donnes une visibilité hyper intéressante et importante. Donc c'est avec beaucoup d'honneur qu'on te reçoit ce soir. Merci. Moi aussi, je suis très contente. On est ravis. Écoute, c'est partagé. Et à tes côtés, un grand ami qui fait son retour ce soir sur Twitch. Jimmy Charlon, comment ça va? Ça va, merci, ça va. J'espère que ça va vous aussi. Désolé pour les gens du public et les gens du live. J'ai une petite extinction de voix. En vrai, ça va. Ça va? À tout moment, il part en quinte de tout, on ne l'aidera absolument pas. À tout moment, effectivement, ça part en ASMR. Mais je suis très content d'être là pour parler un peu de cinéma, surtout de cinéma. Oui, parce qu'on ne va pas parler de basket. Oui, on va pas parler d'autres choses. Ça te passionne, mais oui, là c'est plutôt du cinéma. Mais donc, c'est un vrai plaisir, merci. Mais on est ravis de t'accueillir. Alors Jimmy, si vous ne le connaissiez pas, il a un pseudo sur Internet, c'est Jimmy Felcon. Tu ne l'as jamais changé finalement? Si, c'était juste Jimmy maintenant. Ouais, tu fais plus trop c'était une époque un peu révolue, ce pseudo. Mais grosse chaîne YouTube. Mais effectivement, à l'époque... millions d'abonnés dépassés. Voilà, je faisais un petit peu le guignol. Et là, ça y est, tu t'es recentré sur quelque chose de très pop culture. J'avais envie de changer un petit peu et de partager mon point de vue et de raconter des histoires autour principalement des comédiens et des comédiennes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ça prend bien, les gens, ça leur plaît. Je ne sais pas si c'est le fait que je parle de comédiens et de comédiennes ou ma façon de raconter les histoires. C'est certainement un peu des deux. Mais voilà, la combinaison des deux fait que ça fonctionne bien, donc c'est cool. Ouais. Bah, c'est super en tout cas de t'avoir. On aura également 2 invités avec nous qui interviendront dans le grand angle et ce sera après les sorties. Je vous les présenterai convenablement à ce moment-là. Donc vous l'avez compris, Screen Spirit, c'est une émission qui vous donne rendez-vous tous les mois. C'est tourné en salle et en public. Merci au Club de l'Étoile du 17e arrondissement de Paris de nous accueillir encore une fois. J'ai présenté le public. Dans l'équipe, je vous ai salué. Je vous resalue encore. Et il est l'heure des sorties. On a un petit jingle. J'affectionne et en même temps le monde entier nous l'envie, je pense. C'est une relation toxique, je crois, ce jingle. Alors, je vais ouvrir le bal avec les sorties.
avec un film que j'ai eu la chance de voir avant sa sortie. Donc, c'est Il reste encore demain. C'est Il reste encore demain, C'è ancora domani, voilà pour ceux qui parlent italien, désolé, de Paola Cortellesi. Et c'est un film qui est sorti en Italie en octobre 2023. Donc, il sort que chez nous dans quelques jours. Mais il a déjà fait énormément de bruit en fait en Italie. C'est le film qui a été le plus vu en 2023. Plus de 5 millions d'entrées. Pour vous donner un ordre d'idée, Barbie et Oppenheimer qui complètent le podium, c'est entre 3 et 4 millions. Donc on est quand même sur un film fait par une Italienne, une figure et une personnalité de la télé, humoriste, quelqu'un d'extrêmement populaire, un peu la Virginie Efira, si je puis dire, italienne, qui a beaucoup officié sur le petit écran et qui arrive avec un long métrage hyper inattendu sur une Italie des années 40, en 1946, donc après la guerre, et avant qu'il y ait le grand référendum qui va décider si oui ou non l'Italie va rester une monarchie ou va devenir une république, et puis il va aussi au passage donner le droit de vote aux femmes. Ces femmes à qui on met des gifles comme on achète du pain, visiblement, parce que c'est ça aussi le propos du film, c'est comment les violences conjugales étaient extrêmement et sont toujours malheureusement banalisées, normalisées. Il faut savoir que le film est sorti à un moment où la presse en fait parlait énormément d'un féminicide, celui de Giulia, 22 ans, qui a été assassinée par son compagnon du même âge. Et il y a des dizaines de milliers d'Italiens qui sont sortis dans la rue pour dire en fait stop à cette banalisation. Pour vous donner encore un petit peu de contexte, il aura fallu attendre 1981 pour que le crime d'honneur, dit d'honneur en Italie, et qui réduisait la peine d'un meurtrier, disparaisse. Un meurtrier qui a tué sa femme parce qu'elle était adultère. Voilà, on est en fait dans ce genre de contexte-là, une Italie très traditionnelle, patriarcale, où encore 50% des hommes, selon certaines régions de l'Italie, considèrent que dans le cadre d'une relation, les violences conjugales, une petite baigne, c'est OK. Donc au final, ce film a une résonance particulière, hyper incroyable, et je vous enjoins à le voir. Ça sort le 13 mars. Est-ce que ça, c'était peut-être sur votre watchlist? Il reste encore demain, Paola Cortellesi. Ouais, moi, c'est un film que j'attends beaucoup aussi au mois de mars, justement parce que tu disais, c'est quand même assez fou que le film ait fait plus d'entrées que Barbie et Oppenheimer l'été dernier. Donc juste pour ça, je pense que c'est assez intriguant quand même. C'est très intriguant et très très attendu aussi chez nous. On en a parlé plusieurs fois en fait du cinéma italien. C'est vrai qu'il y a un truc qui est en train de se passer où il renoue avec le public, ce qui n'était pas évident. C'est-à-dire que le cinéma italien populaire, déjà qui n'arrivait généralement pas en France ces 10 dernières années, on va dire, c'était des grosses comédies qui étaient vraiment pour le public local, etc. Il y avait eu par exemple le remake de Bienvenue chez les Ch'tis qui avait été distribué en France, mais c'est parce que c'était un remake de Bienvenue chez les Ch'tis. Et là, on voit réapparaître un cinéma populaire italien qui peut en plus rappeler le cinéma populaire italien de l'âge d'or du cinéma italien, quoi. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a du néoréalisme en fait italien en fait qui est évoqué là-dedans, mais tu vois, je me rappelle, on avait parlé de Dernière nuit à Milan, enfin je crois que j'en avais parlé dans un précédent numéro, et c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un retour en fait d'un genre italien très populaire, relativement exigeant, et c'est cool, c'est super en fait que ce cinéma-là qu'on pensait mort et enterré revienne, ressurgisse. Oui, parce que quand tu parles de cinéma italien qui arrive jusqu'à chez nous, après j'ai que 35 ans entre guillemets, c'est un peu vieux mais c'est aussi relativement jeune, et du coup je pense à La vie est belle, qui était dans le top 10 des films les plus vus en Italie pendant très longtemps. En 3 mois, c'était une exception, quoi, tu vois. Il reste encore demain l'a déjà dépassé en quelques mois. Donc, comme tu parlais de néoréalisme, c'est important de préciser que le film est en noir et blanc. Ouais, c'est pour ça que j'en parle. Ouais, il commence en 4 tiers. C'est pas un hasard, je pense. Ouais. Bande originale des années 40, mais il y a aussi des petites surprises musicales, des surprises visuelles qui font que ce film est très atypique et très ancré dans le réel et le présent, finalement. Donc ça, c'est ma première reco, elle est hyper... elle me tient vraiment à cœur. La deuxième, c'est... alors, pas la même ambiance, pas du tout. C'est Kung Fu Panda. J'ai presque honte de le dire. Mais moi, je suis très cliente. C'est déjà le 4e volet. C'est
En général, Le troisième est vieux, non? Ça fait un moment qu'il est sorti, le troisième, non? Bah alors, Je je me ne rappelle saurais pas te plus, dire, ouais. mais je sais que je vais aller le voir en famille, je vais pas y couper. Ouais. Donc, mais c'est rigolo, quoi. J'aime bien les pandas, j'aime bien l'animation, donc ça va pas plus loin que ça, quoi. Moi, je suis pas un fan des DreamWorks, mais ce qui était super des Kung Fu Panda, surtout le 2, en fait, c'est Jennifer Yu qui avait co-réalisé le film, qui est donc, comme son nom le laisse entendre, d'origine asiatique et tout. Et elle avait vraiment tout ce truc, en fait, ce bagage du film d'arts martiaux, quoi. Et c'était ça qui était génial qui était sympa en tout cas dans les Kung Fu Panda, c'est que il y avait des références à des films comme Drunken Master, un des premiers Jackie Chan, des choses comme ça, en fait, qui étaient assez inattendues finalement dans un blockbuster américain. Kung Fu Panda, peut-être, Voilà. Chloé? Bref. Moi, j'ai très honte de le dire, mais j'en ai vu aucun. Oh non, Donc, il faut y qui remédier. sait, Voilà le peut-être- deux. voilà, Il y a Jean-Claude peut-être Van que je vais Damme en commencer plus avec dedans. le 4. Il fait un crocodile. Attends, incroyable, ça c'est pas le meilleur argument. Jimmy, Kung Fu Panda, ça te tente, ça Moi, je crois que j'ai vu le 1 et le 2. J'ai pas suivi, mais ce que j'aime bien dans les films d'animation, c'est justement le fait qu'on puisse s'attacher à des personnages. Et là, il y a quand même beaucoup de personnages qui sont ultra attachants, notamment Po. Oui. Et je me souviens jamais de son nom, mais le vieux maître. Ah ouais, avec ses moustaches. C'est Dustin Hoffman qui fait la voix. Mais alors Et, en français, je saurais pas. Mais en français, je sais Et plus. mais justement, on peut s'attacher aux personnages. Et j'ai aussi l'impression que un film d'animation tient aussi beaucoup sur. Ça dépend de comment on le regarde, si on regarde en VO ou en VF, mais en tout cas, tient beaucoup justement des voix qui sont utilisées pour représenter les personnages. T'es ému là, hein? Ouais, je suis ému de fou. Et on dirait, hein. Et pour le coup, je me souviens que Kung Fu Panda avait plutôt un bon casting. En tout cas, moi, je l'avais regardé en français, avait plutôt un bon casting et m'avait bien plu, ouais. Et puis, bon, ça, on s'en était parlé dans d'autres émissions, mais il y a eu un autre film qui est sorti chez Illumination il n'y a pas si longtemps, qui est Migration. Et je l'ai vu en VO et en VF. La VF, c'est notamment Pio Marmaille et Laure Calamy. Je les ai trouvés très bons. Donc, on a la chance en France d'avoir une VF qui rend fière. Et j'espère que ce sera la même chose sur Kung Fu Panda. On y dit que le 3 est déjà de 2016. C'est vrai que... Oui, c'est ça. Ça C'est va. vieux, ouais. Mais ils ont baissé. C'est plus ce que c'était DreamWorks. Ils produisent beaucoup moins qu'à une époque, quoi. Ouais. On espère un retour éclatant. En tout cas, Julien, de ton côté, ça va en Corée? Ouais, je voulais revenir sur Sleep. Je sais que tu en avais déjà parlé la dernière fois, mais moi, ça a été un énorme coup de cœur. En C'est fait. vrai? Ouais, j'ai adoré le film. Je trouve ça vraiment hyper étonnant. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais revenir. En plus, tu avais beaucoup recontextualisé en fait, le film en parlant de tout ce qui s'était passé avec l'acteur principal, etc. Ce qui était important de le rappeler. Alors, juste pour le dire, en fait, c'est un film que je trouve hyper étonnant. C'est presque un huis clos. Juste avec deux personnages en fait, c'est-à-dire que tu as un petit peu de sortie de leur appartement et tu as quelques petits personnages secondaires, enfin surtout la maman de l'héroïne, enfin le personnage féminin principal quoi, qui apparaissent, mais t'as pas grand monde, et toute la tension vient du rapport entre les deux et de l'intervention d'un élément étrange en fait dans ce milieu-là. Et pourquoi je parle d'éléments étranges, c'est le truc moi qui m'a vraiment plu dans le film. Enfin, c'est un des trucs qui m'a vraiment plu, c'est que c'est un film qui, sans vous spoiler du tout, en fait, vous laisse sur la question. C'est-à-dire que tu peux très bien choisir et moi c'est mon choix, que le film te raconte une histoire d'amour que je trouve à titre personnel bouleversante. C'est un choix d'un personnage en fait, d'une certaine action qui m'a retourné la tête. T'as fait ce choix-là? Moi j'ai fait très clairement ce choix-là. Je peux pas trop l'expliquer sans spoiler maintenant, mais Jason Yu dit que 50% des Coréens qui l'ont vu ont fait c'est l'autre vrai. choix. Moi j'ai l'impression, je pense que le choix du réel en fait prime. Enfin, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes et tout. Ou alors tu peux aussi donc faire le choix du fantastique. Et là, le film finalement te raconte tout à fait autre chose. Et moi, je voulais juste aussi revenir là-dessus, déjà pour signaler que l'actrice, parce qu'on parle du coup beaucoup du comédien, mais l'actrice Jung Yoo-mi, c'est ça? Je ne sais pas si je prononce bien, mais elle est incroyable. Moi, c'est une actrice que j'avais déjà vue dans le Psychokinésie, c'est le dernier train pour Busan, de ce réalisateur étonnant qui vient donc du cinéma d'animation. Et dedans, je trouve qu'elle fait une performance. Qui jouait la femme enceinte, d'ailleurs. C'est ça. Et elle fait une performance, je trouve, vraiment incroyable. Je sais pas, je le vois pas trop souligner, ça. Moi, je la trouve incroyable. Et enfin, comme le film est aussi présenté par ses rapports avec le cinéma de Bong Joon-ho, quoi, ce qui est toujours un peu le truc avec le cinéma coréen, moi, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de vous rappeler l'existence d'un film génial qui a été un petit peu oublié, qui s'appelle Sea Fog, Les Clandestins,
qui avait été produit par Bong Joon-ho et réalisé par le co-scénariste de Memories of Murder. Et c'est un film que vous pouvez encore trouver facilement en démat ou en physique. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'était Wildside qui avait sorti le Blu-ray, le DVD. Je vous le conseille très fortement. Et il y a des points communs avec Sleep. C'est-à-dire que c'est aussi un film où tu peux faire le choix du fantastique à tout cran. En tout cas, il y a vraiment un côté film horrifique, thriller, et thriller marin, en fait, avec un travail en plus sur la brume et tout qui est super. Donc voilà, c'est mon... Voilà. C'est la première reco. Alors avant J'ai déroulé le machin. Non, mais avant de faire un tour de table, c'est vrai que ça peut être vraiment très brouillard si vous n'avez pas du tout entendu parler de ce film qui est déjà en salle. Tout bêtement, c'est l'histoire de quelqu'un qui est somnambule. J'ai pas pitché. En fait, juste sans rien révéler, ouais. Voilà, dans les détails du synopsis, c'est une femme enceinte. Une femme enceinte et son mari somnambule. Et il faut savoir, j'ai eu la chance d'interviewer Jason Yu. Il ignorait en fait que c'est un des pays où il y a le plus d'insomniaques et où il y a un nombre assez terrifiant d'accidents liés au somnambulisme. Des cas de somnambules qui traversent la route, qui se jettent par la fenêtre, etc. Donc lui, il a fait un film en fait où il s'est interrogé sur la peur de s'endormir, où c'est censé être le moment le plus relaxant, où on se laisse aller au pays des rêves, quoi. Mais où en fait on est tout le temps sur le qui-vive parce que la personne qui est censée être la personne la plus protectrice et la plus safe à côté de nous devient potentiellement la source de danger. Surtout quand on est enceinte, on est la plus vulnérable possible. Et le film joue très bien là-dessus en plus. Et sur le rapport familial, en fait aussi, c'est un autre truc moi qui m'a vachement touché quand t'es parent. En fait, c'est comment un couple change en fait d'enjeux et de rapport de l'un à l'autre quand tout à coup il y a une nouvelle vie qui apparaît entre les deux, quoi. Puis la question du sommeil, c'est quand même la chose qu'on demande le plus à des jeunes parents, c'est est-ce que vous dormez ? Voilà, c'est le premier truc, c'est vrai. Et puis il y a un autre truc, c'est que de toute façon, le fantastique et le sommeil, ça a toujours super bien fonctionné, quoi. Complètement. Il est Freddy Krueger, quoi. Non, mais il y a des belles choses. Et comme tu le disais, l'acteur principal, malheureusement, a mis fin à ses jours. Il est super aussi. Hein. Ouais, il est incroyable. Étonnant, hein. C'était notamment le mari dans Parasite. Il a eu tout un tas, une filmo assez incroyable. Et il a mis fin à ses jours après des mois et des mois de battage médiatique autour d'un scandale. Ça a beaucoup fait parler. Donc Bong Joon-ho est monté au créneau, on en avait parlé. Hein, ils ont fait une manif même. Ils ont fait une manif. Et Jason Yu, du coup, se retrouve du coup, à faire la promotion de ce film avec son acteur qui n'est plus. C'était une ambiance particulière. Et qui éclipse un peu les qualités aussi du film, je trouve, quoi. Du coup, encore une fois, je me suis dit, merde, j'ai envie de remonter au créneau pour défendre ce film. Tu l'as très bien défendu, Chloé. Sleep, pareil, ça te parle ? Oui, je l'ai vu aussi. J'ai aussi beaucoup aimé. Moi, j'étais un peu moins convaincue par la fin, justement, le passage pas. Oui, pardon. Attention. La fin, voilà. Mais je trouve qu'au début, il y a vraiment des scènes de tension qui sont hyper bien maîtrisées, avec des trucs assez nouveaux finalement dans le cinéma de genre. Et voilà, je vais pas m'étendre plus dessus, mais trop cool comme film. En tout cas, un film qui est impactant, Jimmy. Moi, je l'ai pas vu, mais en vrai, j'ai vu Parasite, j'avais bien aimé. Ouais. Et c'est horrible à dire, mais la façon dont tu l'as vendu me donne envie de le voir. Ok. Parce que moi, tu sais, je fais des vidéos autour des acteurs, justement, et du coup, le drame autour de cet acteur, potentiellement, peut m'intéresser, me donner envie de voir ce film. Donc, je pense que je vais regarder. Je vais regarder ça, ouais. Et c'est incroyable parce qu'il disait dans les dernières interviews et les dernières sorties publiques, il disait qu'il ne trouvait plus le sommeil. Et donc, quand tu fais le lien entre ce dernier film et tout ce qu'il a subi ces derniers mois, voilà, j'ai la prochaine vidéo de Jimmy. Dans les cartons, tu as une autre reco, Comme un fils. Oui, Comme un fils. Moi, je ne l'ai pas vu. En fait, mais c'est quand même un film qui m'intéresse beaucoup. Pas pour Lindon, dont je ne suis pas forcément un très grand fan par ailleurs, mais surtout pour son réalisateur, Nicolas Boukrieff. En fait, moi, Nicolas Boukrieff, c'est un mec qui a beaucoup accompagné je ne sais pas comment définir le début de ma cinéphilie. C'était une des plumes principales du magazine Starfix. C'est un ami d'enfance de Christophe Gans, d'ailleurs, qui était le rédacteur en chef. À mon sens, lui, comme Gans, comme François Cognard et comme Christophe Lemaire, c'est parmi les plus beaux critiques en fait qu'on ait jamais eu. Ces textes sont incroyables. Il faut les relire. Moi, je trouve toujours, on nous ramène les oreilles avec les grandes plumes, par exemple, des cahiers. Et je trouve que ces mecs-là, ils étaient vraiment, vraiment à un niveau. Il y a des textes absolument terrassants. Ce que Boukrieff pouvait écrire sur George Miller, par exemple, ou sur Friedkin.
C'était un grand défenseur de ça. Il reste encore un grand défenseur du cinéma de William Friedkin. C'était magnifique. Donc voilà. Donc le truc, c'est que Boukrieff est passé à la réalisation. Il est parti un temps à Canal+ Écriture. C'est lui qui a contribué à aider Dupontel à passer à la réal avec Bernie, d'ailleurs. Et ensuite, il est passé à la réalisation. Alors moi, je ne suis pas toujours un grand fan des films de Nicolas Boukrieff, mais il y a toujours des choses qui sont absolument passionnantes. Et il a quand même livré des films qui sont vraiment moi que j'adore, quoi, qui sont toujours très étonnants parce que il s'empare de sujets sociaux, on va dire brûlants, je ne sais pas trop comment les qualifier, et il arrive toujours dans les meilleurs des cas en tout cas, il arrive à les traiter, à les appréhender, à les rendre cinématographiques, à permettre l'arrivée de la fiction, en tout cas là-dedans, je vais y arriver, par le biais du genre. Starfix, c'était ça, hein, c'était avant tout du cinéma de genre, et le principe même de Starfix, c'était de défendre des cinéastes de genre perçus comme des faiseurs par la critique un peu plus traditionnelle, on va dire ça comme ça, mais en les apprenant comme des auteurs, quoi. Bon, bref. Et donc, il a fait plein de films comme ça qui étaient passionnants. Je peux vous reconseiller Le Convoyeur, par exemple. Je me rappelle de Gardien de l'Ordre, qui était vachement bien. Il y avait Le Plaisir, qui était un film en hommage à Max Ophüls, notamment, mais qui était vraiment magnifique. Et Made in France, qui était un film qui a eu le malheur de voir sortir le 13 novembre, au moment des attentats, en fait, et qui était un film justement sur les attentats, et que Nicolas Boukrieff présentait comme une espèce de suite de La haine de Kassovitz. Bref, et c'est vraiment un mec toujours passionnant. En plus, quand un de ses films sort, on a la chance d'avoir des interviews de lui. Il y a des perles en fait là-dedans. Je me rappelle au moment de Made in France, par exemple, il s'était lancé dans une grande défense de Zelda, par exemple, qui est génial, quoi. Il faut revoir cette interview-là. Elle est facile à retrouver en ligne et tout. C'était vraiment super, quoi. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse donc Comme un fils, c'est qu'il s'empare donc d'un sujet qui est encore une fois assez brûlant. Lui, s'est inspiré de ce qui s'est passé autour de Samuel Paty, notamment pour se re-questionner sur la place de l'enseignant au sein de la société, on va dire ça comme ça. Et surtout, le truc, et je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus, il se penche sur la communauté des Roms, qui, c'est vrai qu'ils sont, pour le coup, on parle souvent de trucs, de communautés invisibilisées et tout. Eux, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que c'est souvent un ressort comique, les Roms, ils font souvent rigoler. Il y a eu les fameuses batailles et tout de Roms qui ont fait rigoler. Enfin, voilà, je plaide coupable, hein, ça a été mon cas, évidemment, quoi. Mais c'est vrai que du coup, ils sont pas présents dans la fiction, ou alors quand ils sont présents dans la fiction, c'est comme ressort comique, quoi. Et du coup, là, il a essayé de réfléchir autrement, d'une autre façon, en fait, de les représenter. Et moi, je suis hyper curieux, en fait, de voir ça. Et c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est pareil, l'enseignement, finalement, il y a un truc dans ce rapport-là qui est souvent vu, d'ailleurs, à l'intérieur, souvent de la salle de classe et tout, mais évidemment, ça va plus loin que ça. Et là, de ce que j'ai compris, il ne reste pas à l'intérieur de la salle de classe. Donc, je suis curieux de voir tout ça. C'est toujours intéressant, un film de Boukrieff. Voilà. Donc, Comme un fils de Boukrieff qui sort le 6 mars, et c'est avec Vincent Lindon, je vois, et Carole Rocher. Merci, Juju. Alors, Chloé, je vais juste te couper parce que je vois l'heure qui tourne et on me fait des signes sur mon bonheur. Je ne le voyais pas. Non, c'est moi, c'est ma faute, je prends la balle. Juste nos invités, en fait, pour parler du Grand Angle, doivent partir à 19h. Donc, si ça ne te dérange pas, on passe au Grand Angle et on reviendra aux sorties. Très bien. Voilà, juste derrière. Donc, il est temps pour nous d'accueillir Elisabeth Perlier, qui est distributrice chez New Story, ainsi que Juliette Schramek, coproductrice française de Oli, pour Agathe Film. Elles vont nous rejoindre. Merci beaucoup d'être avec nous. On se fait un petit jingle Grand Angle. Bonsoir, merci beaucoup. Mettez-vous à l'aise. Il y a des bonbons, voilà, n'hésitez pas. On va parler du coup du film Oli. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, comment vous définiriez ce film et comment vous le raconteriez en quelques phrases? Tu veux te lancer, Juliette? Oli, c'est une espèce de conte contemporain qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui a une intuition un matin qu'il ne faut pas qu'elle aille à l'école. Et ce jour-là, elle ne va pas à l'école et un incendie va tuer plusieurs personnes. Et on reprend l'histoire quelques mois plus tard.
Et évidemment, la petite communauté de ce petit quartier de Bruxelles est complètement traumatisée par cet incendie où ont péri à la fois des élèves et quelques profs. Et évidemment, le fait qu'Oli ait pressenti d'une certaine manière cet événement la rend tout à fait particulière. Les gens commencent à s'adresser à elle, à chercher chez elle une espèce de réconfort. Et quand elle leur parle, ils ressentent des choses très particulières. Et donc, la question est, est-ce que Oli a un pouvoir particulier ou est-ce que les gens se racontent qu'elle a un pouvoir particulier? Et c'est toute la tension du film. Et évidemment, ça nous raconte plein de choses sur notre besoin de consolation, de réconfort et sur ce qu'on va chercher pour le combler. Attends, tu sens la fascination c'est incroyable, c'est fou. Elle raconte très bien. Vous racontez super bien, et j'étais happée, genre bah oui, racontez-moi tout. C'est incroyable. Alors avant d'aller plus loin dans le grand angle, on a une capsule de la réalisatrice Finn Trock qui malheureusement ne peut pas être avec nous, mais qui a tenu quand même. Ah, on va passer la bande-annonce et ensuite la capsule. Ça marche. Vous pouvez faire. Holly, voel jij je goed hier op school? Holly Peiers. Ik denk dat je moet aanvaarden dat jij iets hebt dat andere kinderen niet hebben. Echt een slecht gevoel. Holly aangeraakt. Sven van de Heeks. Herinnert je dat meisje nog die toen die vreemde een telefoon had gedaan de dag van de brand? Geen, ze heeft iets heel speciaals. Alsof ze mensen op een of andere manier van hun verdriet kon verlossen. Mag ik je hand vasthouden? Ik heb gedroomd van uw moeder. In mijn droom was uw mama gelukkig. Die mensen lijden niet meer. Het kan hem helpen. Het kan hem genezen. Voor een fantastische moeder die een engel op de wereld heeft gezet. We moeten er zijn voor elkaar. Waar heb je dan? Maar ze geven geld om met hen te praten. Nee, je hebt ervan geprofiteerd. Jij was bij mij. Dat kon met mij niks overkomen. Het was wel uit de hand gelopen. On lance la capsule. Un peu la genèse du projet. Comment est-ce que l'idée du film vous est venue? Ok. Donc, l'idée est venue déjà dans le montage de mon film précédent. Et typiquement pour moi, ou peut-être pour chaque réalisateur, c'est que pendant le montage, j'ai toujours c'est pas une inversion, mais je veux toujours faire le contraire de ce que je suis en train de faire. Et du coup, je voulais faire quelque chose avec moins de narratif. Je voulais juste avoir plus de liberté pour juste me balader dans un endroit et rencontrer et montrer des gens. Et donc, j'avais cette idée d'une communauté en deuil, comme dans le film maintenant, après une incendie dans une école. Mais pas vraiment avoir une histoire, mais juste pouvoir dire, voilà, sont les gens, un an après, ils essayent de se mettre debout, de relancer leur vie quotidienne. Et juste cette histoire. Mais bon, j'ai essayé, j'ai travaillé très longtemps et c'était n'importe quoi. C'était vraiment une grande pile de scènes. Voilà. Mais dans tout, enfin, on parle de 2-3 ans que j'ai travaillé là-dessus. Mais dans toute cette scène était un personnage que j'aimais beaucoup, qui m'attirait le plus, et c'était Holly, une jeune fille qui danse toute ce mélange d'émotions et dans cette communauté d'endeuil, avait été vue comme une vie spéciale avec un don. Et donc, voilà, je l'ai enlevée. Enfin, et j'ai gardé l'idée de base. Et j'ai enlevé Holly.
Et c'est devenu le film Oli. Et donc justement, comment est-ce que vous avez travaillé l'évolution du personnage de Oli, qui au début passe donc un peu d'un statut d'enfant victime dans son collège à une figure presque religieuse et adulée? Ouais. Ben, je pense qu'effectivement, le plus important pour moi, c'est que c'était au début qu'elle n'était pas vraiment vue. Elle vient d'une famille dysfonctionnelle, elle est vraiment pas du tout la fille populaire. Mais en plus, elle a un peu accepté que ça, c'est peut-être son destin ou quand même son état qu'elle se trouve dedans. C'est pour ça aussi que Anna, son institutrice qui découvre ou qui lance la carrière de Oli, c'est aussi pour ça que Anna est fort intéressée en elle parce que elle a quelque chose pur, elle n'a pas d'argent, elle n'est pas populaire, elle n'est pas vue par les autres. Donc pour elle, c'est très important. Si ça pourrait devenir une fille presque comme une sainte, c'est quand même quelque chose qu'on trouve important dans les gens qui n'ont pas encore qui sont pas encore pollués par toutes les conventions de la vie. Mais en même temps, ça veut aussi dire qu'elle, pour la première fois, elle est vue. Pour la première fois, elle a le droit d'être quelqu'un, de se sentir bien. Mais comme elle a que 15 ans, pour moi, c'était très important d'aussi raconter. Ça veut aussi dire qu'elle a une possibilité d'avoir les moyens pour être un adolescent. C'est-à-dire, du coup, elle pourrait acheter des baskets ou une petite veste ou faire les choses que toutes les adolescents de son âge aiment bien faire. Et donc là, c'était très, très intéressant pour moi, ce truc double de devenir importante pour les gens, d'être vue et en même temps aussi de devenir juste une fille très normale, quoi. Mais aussi, j'ai déjà senti ça chez les spectateurs, mais je comprends parce que je l'ai fait exprès que pour eux aussi, ça devient un peu ah non, mais c'est pas l'image qu'on voulait avoir. Enfin, pas qu'on voulait avoir de Oli, mais en général, c'est pas une image qu'on a d'une fille sainte, enfin comme une sainte. Et du coup, puisqu'on parle du personnage de Oli, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous avez trouvé votre interprète principale? Oui, donc elle n'avait jamais joué avant. Donc on a fait des castings. Oli, j'ai déjà vu, enfin, Catalina qui joue Oli, je l'avais déjà vu le premier ou le deuxième jour. Et j'étais déjà très, pas convaincue que c'était elle, mais j'étais déjà très bouleversée par son talent. Mais c'était trop tôt pour dire, ouais, c'est elle. Je savais que je cherchais Oli, mais je ne savais pas très bien physiquement ce que ça voulait dire. À un moment donné, je me suis dit, ça veut peut-être dire qu'elle doit avoir un physique qui dit ça directement, comme je ne sais pas, des très longs cheveux ou quelque chose, parce que comme elle aurait une auréole, je ne sais pas, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est probablement Catalina qui doit le faire. En même temps, elle était très adolescent, quoi. Elle n'avait pas du tout ce truc lumineux, enfin, c'est une super fille, donc elle est un peu lumineuse, mais je veux dire, elle n'avait pas cette lumière qui sortait d'elle ou genre ce truc, ah ça c'est la scène qu'on cherchait. Mais ça, c'était aussi une découverte très intéressante pour moi parce que du coup, je me suis rendu compte de plus qu'elle a physiquement l'air d'un adolescent très classique, le plus ça devient intéressant que c'est vraiment elle qui choisissent comme fille avec un don, un talent, quoi. Donc ça, c'était un truc que j'ai vraiment découvert pendant les castings. Et justement, vous parliez tout à l'heure de l'auréole que le personnage pourrait avoir. Je trouve dans le film, il y a une grosse attention aussi qui est portée à la lumière avec un travail pour justement donner un peu cette luminosité au personnage de Oli. Comment est-ce que vous avez travaillé avec le directeur de la photographie pour ça? Le film a à plusieurs niveaux, plusieurs couches. Donc, je me suis dit, c'est peut-être logique qu'il y a plusieurs idées visuellement. Mais une idée était la plus importante, c'est évidemment comment on visualise Oli et surtout comment on montre qu'elle a, en tout cas pour son entourage, elle a quelque chose, comme vous dites, lumineux, quelque chose que les gens disent, ah ben oui, c'est elle avec qui on veut être. Et clair, c'était très vite clair que ça devait être quelque chose avec de la lumière. Mais c'était aussi dangereux parce que très vite, ça devient ah oui, chaque fois qu'on va au lit, c'est ah, on voit vraiment. Donc, ça devait être très subtil. Donc, on a un peu travaillé avec ça
sur le plateau, enfin beaucoup, mais on ne voulait pas non plus perdre tout notre temps en mettant de la lumière et chercher. Donc c'était aussi une question comment on se positionne avec la caméra. Souvent c'est un peu plus bas, que elle devient un peu plus, quand on se met plus là, elle devient un peu plus important, enfin juste visuellement. Et, et après on a fait beaucoup de travail, mais très subtil dans l'étalonnage. Donc là, on a vraiment cherché, on a décidé chaque fois qu'elle avait qu'elle fait quelque chose d'important, quelque chose change dans la lumière. C'est incroyable d'avoir cette capsule. Hein. Merci pour l'interview. J'espère que ça vous donne encore un peu plus envie de découvrir Holly, donc de Fintrock, qui est cinéaste flamande et qui parlait notamment de son autre film qui était donc Home en 2017. Et du coup, j'ai bien aimé parce que pendant la bande-annonce, ça parlait notamment de Carrie. C'est vrai que j'ai eu cette sensation d'avoir une Carrie qui est couronnée et pas recouverte de sang à la fin du bal. On comprend qu'il y a une jeune fille qui est harcelée à l'école et qui, du jour au lendemain, devient finalement, non pas la sorcière, mais peut-être la sainte que tout le monde attend pour répondre à toutes les problématiques de la vie. Est-ce que ça, c'est très moderne, très contemporain, d'aller chercher du sens dans notre existence? Est-ce qu'on a encore, à l'heure où la science fait énormément de progrès, où on a Internet et plein de choses qui peuvent répondre à tout un tas de questions, est-ce qu'on a encore besoin de cette quête de sens un peu mystique et qu'on a du mal à saisir? Je pense que oui, justement, plus que jamais, puisque la science étant à un tel niveau de progrès qui nous échappe, je pense plus qu'elle nous a jamais échappé. On voit bien que les gens se tournent vers cette quête de sens. Et d'ailleurs, puisque on parle de cinéma et que je suis distributrice, j'ai jamais reçu autant de projets qui parlaient de ça. C'est-à-dire à un niveau soit vraiment très spirituel, soit avec des fantômes, soit un peu comme dans Holly, des gens qui ont une forme de don, soit un don très très clair dès le début, soit comme Holly qui se révèle, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop s'il est réel ou pas. Mais ça m'a vraiment frappé les 2 dernières années, que ce soit des films finis ou sur scénario, c'est assez massif en fait. Il y a une tendance qui se dessine. Il y a une grosse tendance, oui, tout à fait. Je pense que le Covid a beaucoup accentué ça encore. Tout à fait. Fina a commencé à écrire le scénario d'Holly avant le Covid, mais elle l'a repris après. Et évidemment, ça a décuplé son intérêt pour cette histoire, parce qu'il y a tellement de gens qui se sont retrouvés isolés, dont malgré tous les progrès scientifiques, en fait, tout d'un coup, il y a des gens qui se sont retrouvés, leur vie s'est effondrée. Et donc, Holly prenait une force métaphorique énorme, parce que la société a quand même été détruite, et beaucoup de gens en ont subi des conséquences hyper graves. Et donc, évidemment, cette recherche de sens, elle s'est révélée encore plus importante. Et on voit que ça dépasse le cadre du pur cinéma de genre. Ça infuse dans beaucoup d'autres styles, on va dire, de cinéma. Voilà. Julien, Chloé, vous avez vu le film, je vous lance dans l'arène. Oui, mais du coup, moi, j'ai pu déjà un peu échanger du film avec la réalisatrice, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait peut-être, c'est de savoir, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de produire le film, distribuer le film, qu'est-ce qui vous a le plus plu, en fait, dans cette histoire, et pourquoi ce projet plus qu'un autre? Alors, c'est les qualités de Fine pour diriger les acteurs, et notamment les acteurs jeunes. Elle a ce talent hyper rare de réussir à prendre des jeunes et de leur faire jouer d'une manière mais tellement naturelle, des rôles tellement exceptionnels. Home est dingue de ce point de vue-là. Donc il y a ce talent-là, son talent de mise en scène. C'est vrai qu'elle a des films qui plastiquement sont sublimes. Son directeur de la photographie dont elle parle, c'est un des plus grands du monde. C'est le directeur de la photographie de Lucas Dont. C'est vraiment splendide. Et il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, mais qui est quand même hyper important. Et d'ailleurs, vous avez entendu son interview au début, elle parlait d'un truc hyper sérieux. Il y a une espèce de chien qui a aboyé derrière. On était tous en train de rigoler. Et bien, les films de Fine, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle parle de sujets hyper graves. Et il y a toujours de la comédie et des blagues et une espèce de comique ou de burlesque qui émerge à un moment inattendu. Et c'est exactement comme dans la vie. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, Chaplin disait « La vie, c'est une tragédie vue en plan large et une comédie vue en plan serré ». Il y a toujours dans la vie, même dans les moments les plus tragiques ou les plus désespérés, des espèces de petites choses qui nous font rire, quoi. Et il y a ça dans les films de Fine. Il y a des blagues dans Holly.
on ne le voit pas dans la bande-annonce parce qu'on n'a pas la place, et Finn n'en a pas parlé parce qu'il y a d'autres choses à dire, mais il y a toujours des espèces de respiration et ce mélange des tons qui fait que le film il y a une espèce de charme et hyper particulier. Et ça, il y a ça dans tous ces films, et c'est quand même une force dingue, quoi. Donc, tout ça. Comment elle a travaillé avec les acteurs, justement? Il y avait beaucoup de préparation, beaucoup de répétitions, des ateliers en amont Pas tellement, ah ouais, en fait. d'accord. Enfin, si, avec Catalina, oui. C'est-à-dire qu'avec Catalina, elle a beaucoup préparé. Avec Félix, donc Félix, c'est le meilleur copain de Holly. C'est Holly, donc, est pas du tout... Super, ce perso. Ouais. Il vous a plu, hein? Ouais, beaucoup. En fait, il est vraiment sur le spectre autistique. Donc, elle voulait vraiment faire jouer le copain de Holly, le seul qui accepte d'être copain avec elle, parce qu'elle est vraiment pas populaire du tout, par un garçon qui est authentiquement neurodivergent. Et avec lui, je pense qu'elle a eu du mal. Enfin, moi, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait eu du mal à... Elle l'a complètement laissé. Elle lui a... En fait, c'est un garçon qui est hyper intelligent. Elle lui a parlé du rôle, elle lui a parlé du personnage... de Bart, et elle l'a aussi laissé vivre, elle s'est laissée surprendre, elle l'a laissé, il y a des moments où en fait il faisait des choses qui n'étaient pas vraiment ce qu'elle attendait, et elle l'a accueilli, et vous verrez, il y a des moments qui sont étranges et hyper drôles dans le film. C'est fascinant de savoir ça, du coup. En termes de direction des acteurs, ça devait être la place à l'inconnu, mais c'est tout le propos du film. J'hésite pas à vous lancer aussi le chat, hein, si vous avez des questions. Si Jimmy, tu as aussi des questions. Chloé, Julien, allez-y, puisque je sais que vous êtes attrapés par le temps. Allons-y, on va vous noyer de questions parce que le film est captivant et je suis sûre que vous avez plein de choses. La première que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il y a des anecdotes, là on en a quand même donné pas mal, mais est-ce qu'il y a des anecdotes qui sont restées de ce tournage et qui le rendent déjà, de par l'histoire qui est explorée et la direction des acteurs, etc., il est vraiment unique, mais est-ce qu'il y a des anecdotes que vous retiendrez justement de ce film ? Alors sur la production du film, moi, comme j'arrive au moment de la distribution, j'ai pas entendu parler d'anecdotes, mais peut-être toi, Juliette. En fait, comme c'est un film flamand, c'est un film qui s'est complètement fabriqué à Bruxelles. Donc moi, je suis la coproductrice française, donc ma place n'était pas tellement sur le tournage où j'avais en fait pas grand-chose à faire, mais plutôt dans la salle de montage ou au moment du scénario. Mais en fait, j'ai pas Enfin, je pense que il y avait une espèce de surprise permanente qui était aussi beaucoup liée aux réactions de Bart, qui était assez difficile à prévoir, je pense, pour tout le monde. Mais sinon, l'actrice qui joue Anna, donc l'enseignante, qui en fait lance un peu la réputation de Holly, c'est une grande professionnelle, etc. Donc je pense qu'elle elle a introduit sur le plateau un certain professionnalisme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé quand j'y suis allée. Et Catalina, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'elle avait jamais joué. Elle avait aucune expérience, ni de la scène, ni du plateau. Et elle s'est vraiment comportée d'une manière hyper professionnelle. Alors, je pense qu'il y a des moments où elle avait un côté un peu ado, elle était plus ou moins de bonne humeur, etc. Mais c'est normal, c'est un énorme boulot quand même. Elle est énorme. Puis on lui demande de jouer vraiment quelqu'un qui est canonisé presque du jour au lendemain et qui va devenir aussi le réceptacle de plein de choses, de plein d'émotions qui sont souvent difficiles à porter. Presque une martyre. Qui est dans l'underplay, comme ils disent les ricains, là. C'est dans le sous-jeu totalement. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi dans le personnage d'Holly. Et c'est aussi comme ça que fonctionnent ses interactions avec les autres personnages. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est que du coup, tu projettes plein de trucs, en fait. Tu sais jamais trop à quoi t'en tenir, en fait, avec ce personnage-là. T'es toujours sur la tangente. Enfin, je sais pas. Ça, je pense que c'est une constante aussi dans le cinéma de Finn, et ça, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc moi, j'ai découvert le film une fois fini, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, c'était le cas. Et cette espèce d'humilité dingue qui est dans le cinéma de Finn et qu'elle a elle-même, mais avec une maîtrise encore plus dingue de la mise en scène, de la musique, parce que je ne sais pas si vous avez... remarquer la très musique. Éthérée, très c'est la musique de Johnny Jewel, donc qui est quand même un grand compositeur de musique de film qui, je pense, apporte énormément au film. En tout cas, moi, là, ce que vous soulignez, c'est qu'une des choses qui m'a beaucoup plu, dans une forme générale ultra maîtrisée, vraiment brillante, mais sans en faire des tonnes, en fait. Et ça, moi, c'est un peu le type de cinéma qu'on distribue, c'est-à-dire, c'est pas du cinéma coup de poing, quoi. Donc voilà, ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup plu. Et par ailleurs, je reviens un peu sur le personnage de Bart, qui, je pense, dans ce film en particulier, a une fonction... Là, on n'a pas trop parlé d'écriture, mais en termes d'écriture, c'est vraiment une idée géniale, parce qu'il a cette fonction
de personnage qui est forcément dans la vérité. Et c'est pas très clair dans le film qu'il est dans ce spectre autistique, mais en tout cas, ça se sent quand même. Et évidemment, c'est un peu comme l'idiot de Dostoïevski. D'un coup, il est, lui, à l'endroit de la vérité, quoi qu'il arrive. Et comme c'est la grande question concernant Oli, il fait la balance, en fait. Il amène cette dialectique qui est vraiment très, très forte. Voilà, moi ça va pas être facile de promouvoir un film comme ça, par exemple sur l'affiche. Comment vous faites ces choix? Comment vous travaillez avec la réalisatrice en fait dans ces... Alors on a présenté l'affiche. Nous on a toujours plein de pistes. On fait travailler des agences qui nous proposent plein de pistes différentes. Évidemment on fait des briefs. Mais là en l'occurrence on l'a présenté à Fine. Elle a tout de suite aimé. Mais nous en amont, on a hésité beaucoup avec une affiche qui mettait en scène plus fortement la relation du soin, c'est-à-dire avec un hug sur l'affiche, un câlin. Ah oui. Alors, pas forcément celle qu'on t'a montrée, parce qu'on travaille aussi avec Juliette, mais en tout cas quelque chose qui était plus dans la relation humaine et qui mettait en avant la chaleur, c'est ça, et le fait que le fait qu'elle touche quelqu'un, en fait, le soigne la personne, la consolation, c'est ça, l'empathie. C'est ça, quelque chose qui marche beaucoup au cinéma, que les gens ont envie de voir, donc spontanément un distributeur se dit c'est vraiment ça qu'on doit faire. Et en fait, cette affiche qui était une des pistes revenait toujours. En fait, on a mis en avant un peu plus le côté genre, très clairement. On la trouve très belle. Et on a choisi, c'était un choix de positionnement, de souligner aussi le film qui va un peu vers le genre. Voilà. On a trouvé ça important aussi pour toucher un public plus jeune et peut-être un tout petit peu moins le public qui serait que le public traditionnel, cinéphile, classique, du cinéma d'auteur, qui fréquente les salles à essai, d'élargir un peu plus en fait. Voilà, donc c'était... Mais en effet, on discute avec les producteurs, là en l'occurrence Juliette la productrice, les réalisateurs, c'est toujours une discussion. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que cette affiche est quand même très très belle. Et j'aime bien l'idée que vous ayez gardé celle-là parce qu'elle est seule au final. Elle se retrouve entourée, vue, comme disait la réalisatrice, alors que c'est quelqu'un qui est invisible au quotidien. Et là, elle reste quand même très seule. Et puis tu présentes l'énigme en fait aussi. Ouais. C'est ça en fait. Ce qui me semble intéressant dans l'affiche, c'est qu'il y a cette énigme avec cette petite anomalie en quelque sorte, avec ce reflet dans l'œil extrêmement solaire quoi, et très brillant quoi. C'est hyper intéressant. N'hésitez pas à lever la main, me couper si vous avez des questions. J'ai juste sous les yeux une anecdote qu'elle a partagée et qui avait déjà planté la graine du personnage d'Oli. Elle racontait qu'une femme d'un certain âge lui avait raconté un jour que une petite fille de 6 ans avait trouvé son grand-père par terre, victime d'un malaise cardiaque. Et que du coup, elle avait dit grand-père dort par terre. Et du coup, elle n'arrêtait pas de la féliciter. Tu as sauvé grand-père, tu as sauvé grand-père. Et Finn Trock disait la petite fille devait se dire j'ai juste dit qu'il dormait quoi. Donc j'ai bien aimé. Je trouve que juste cette anecdote en dit long justement sur cette dualité entre humour et aussi un peu miracle, un peu dans cette anecdote. Et j'ai trouvé ça marrant qu'elle ait commencé par là. C'était hyper intéressant d'avoir ces réponses, notamment sur comment elle est allée chercher des talents. Et je trouve ça aussi cool de voir des gens qu'on n'avait jamais vus. Tu parlais justement de ce talent de faire éclore des gens comme ça qu'on ne connaissait pas. Des nouveaux visages. Ouais. C'est un des trucs les plus excitants au cinéma. Enfin, je veux dire, tout le monde adore Virginie Efira et Louis Garrel. Ouais. Mais quand même, ce qui est génial, c'est d'être bouleversé, ému par des visages, des corps qu'on n'a jamais vus. C'est toujours une excitation supplémentaire. Hein. Donc c'est vrai que Finn, elle a ce talent-là. C'est pas facile de faire jouer des gens qui n'ont jamais joué. La plupart des gens, ils sont super mauvais en fait. Même s'ils ils sont très charismatiques, qui dégagent un truc hyper fort dans la vie. Hein, dès qu'on leur demande d'interpréter un personnage, on sent c'est c'est tout moi ça. Voilà. Il est modeste. Mais effectivement, quand on a une fulgurance dans un casting qui est vraiment un momentum, après c'est plusieurs mois de tournage, donc. Ah ben il faut pas se tromper, hein. Faut pas se tromper. Ouais. En France, on en a aussi, hein. On a Keshish, on a eu, je sais pas, Jean-Bernard Marlin avec Scheherazade. Enfin, il y a plein d'exemples de films avec des jeunes qui sont géniaux. Récemment, il y a eu Grand Paris aussi qui était vachement étonnant. Voilà. Mais Finn, c'est fou. Dans Home, c'est vraiment un film choral avec que des jeunes. Ils sont tous
stupéfiants, alors qu'ils jouent des trucs hyper durs, très durs à jouer, quoi. Et dans Oli, c'est vrai qu'entre cette jeune fille qui, comme tu disais, a un visage qui est comme une espèce de toile blanche sur laquelle se reflètent toutes les pensées, toutes les émotions des spectateurs, et en même temps Bart, qui est quand même... c'est pas rien, quoi, de faire jouer un garçon autiste. Ouais, c'est pas rien. Il y a des moments où il est hyper drôle, des moments où il est bouleversant, hyper touchant. Ils ont une relation qui est tellement belle, une espèce d'amitié tellement pure entre un garçon qui est sur le spectre, une jeune fille qui est complètement normale. Et en fait, la question de cette différence de statut dans la société se pose jamais. Il y a une espèce de naturel dans leur échange. C'est bouleversant, quoi. Puis surtout, être dans le cerveau d'un ado, enfin, on a tous été ados, c'est quelque chose d'un peu complexe. Mais quelqu'un qui est sur un spectre autistique, on ne sait jamais vraiment, c'est un peu mystérieux, c'est très nébuleux. Donc déjà, lui a sa propre interprétation du monde, des rapports humains, de l'alter. Et le fait qu'il se soit trouvé, finalement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit « Les gens ont besoin d'espoir, surtout après une période aussi noire qu'on a pu vivre. Donc c'est plutôt logique que les films tendent vers ça. » Totalement. Il a tout à fait raison. Voilà, on a tous besoin de consolation tout le temps, mais surtout en ce moment. Ouais. Et je me demande quel regard on aura sur le cinéma de genre dans 10-15 ans, à la lumière de la crise sanitaire qu'on a tous vécue. C'est vraiment un film sur la croyance. Il y a la dimension de l'espoir, mais de façon plus générale, sur la croyance. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui porte tout le monde. Le film en parle très très bien. Je vois que le film donc était en compétition officielle à plusieurs festivals. Comment finalement on tape à la porte de ces festivals? À Venise. À Venise, à Arras, à Chicago, à Busan. Mais pour vous, j'imagine que c'est primordial, non? Pour c'est primordial. Venise, c'est juste le 2e festival du monde après Cannes. Il ne faut pas trop le dire à Venise, mais il y a quand même Cannes. Être en compétition à Venise pour une jeune réalisatrice flamande. Mais regardez la liste des réalisateurs qui étaient en compète à Venise cette année, qui sont en compète à Venise tous les ans. C'est un truc de fou. Et en fait, ils ont vraiment reconnu la virtuosité de la mise en scène, l'importance du sujet et l'émergence d'une voix et de visage et voilà, ça les a complètement convaincus. Déjà, il faut dire que Venise, ils avaient bien repéré Fintrock parce qu'ils avaient invité son film précédent dans leur section parallèle qui s'appelle Horizonti, où elle avait gagné le prix de la mise en scène. Ah ouais. L'année d'après, ils l'ont invité au jury. En fait, ça a été vraiment une belle histoire entre le festival et Fine. Ils l'ont repéré tôt. Ils ont invité son film. Elle a eu un grand prix. Du coup, ils l'ont invité au jury. Donc, ils la suivaient, ils appréciaient son travail. Mais après, je veux dire, on peut tout à fait aller 3 fois de suite dans un festival, même monter plus ou moins, et puis à un moment ça s'arrête. Il y a plein d'histoires de grandes déceptions de réalisateurs qui étaient sûrs que leur film allait aller à Cannes parce que ils avaient gagné, je sais pas moi, le Grand Prix du certain regard, donc c'était sûr que le film d'après allait aller en compétition. Non, voilà, ça. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et là, en fait, très vite, ils ont adoré le film. Ils ont vraiment dit et écrit des choses très belles sur le film, mais ils n'avaient pas vu les autres films. Donc, ils ne pouvaient pas être certains que le film aurait une place, parce que faire une programmation de festival, c'est pas seulement dire ce film est génial, c'est composer une espèce de sélection avec des films qui se répondent, des films qui se complètent. Il peut pas y avoir 3 films flamands, il peut pas y avoir. Enfin, après, tout dépend des autres films qui sont prêts à ce moment-là. Voilà. Et puis confirmer tôt un film, c'est prendre un risque énorme de fermer la porte à tous les autres films qui arrivent après et jusqu'au dernier moment, voire beaucoup trop tard par rapport au délai. Ouais. Alors, sans trop rentrer dans le détail et spoiler les gens, parce que je les invite vraiment à aller découvrir ce film, est-ce qu'on peut se dire, je vous pose la question à vous aussi, cette jeune fille qui, on l'a dit, est invisible et se retrouve du jour au lendemain comme la star du quartier qui a des pouvoirs, est-ce qu'au bout d'un moment, l'altruisme a une limite? Est-ce que ça peut être désintéressé? Est-ce qu'au bout d'un moment, ces conventions dont parlait la réalisatrice, ces choses dont elle est absolument étrangère à tous ces dehors, toutes ces choses qui font qu'elle est encore pure, est-ce que finalement, ils vont pas un peu salir tout ça? C'est une des grandes questions. Grande question éternelle de l'humain. C'est ça. Oscar Wilde disait un égoïste. Oscar Wilde disait un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi.
Enfin, je veux dire, c'est quand même... C'est la grande question de l'humain. Est-ce qu'on donne pour soi ou est-ce qu'on donne pour les autres ? Dans quelle mesure donner pour les autres, c'est se donner à soi ? En fait, cette question, on peut même considérer qu'elle n'a aucun sens. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Et c'est un peu ce que Finn, je pense, a voulu dire avec ce film. Mais ouais, cette question, elle est au cœur du film. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que pendant la conception du film, vous avez des débats d'un point de vue artistique, en fait, avec une réalisatrice comme Finn ? Est-ce que vous pouvez être en désaccord, par exemple, sur certains de ses choix ? Ou est-ce que vous la laissez totalement travailler en autarcie et vous respectez et faites primer systématiquement, en fait, son point de vue ? Alors, pas du tout. On la laisse pas du tout en autarcie. On la laisse pas du tout faire tout ce qu'elle veut. Non, mais vous pouvez l'accompagner, mais vous pouvez aussi vous... Non, mais bien sûr, mais ça dépend, en fait. C'est-à-dire que le rôle du producteur n'est pas le même si vous produisez un Marvel et si vous produisez Oli, quoi. C'est pas du tout la même chose. Non, bien sûr. Mais après, c'est sûr que comme un film, c'est quand même... ça coûte des millions. Donc, ça veut dire qu'il faut convaincre beaucoup de gens pour les faire. C'est quoi le budget d'un film comme celui-ci ? Le budget de Oli, c'est quand même... on est près de 3 millions. Ah oui. Donc, en fait... alors, il faut dire qu'en Belgique... la Belgique, c'est quand même... le Benelux, c'est quand même un territoire très particulier dans le sens où il y a des grands cinéastes, des grands techniciens, il y a 2 cultures, donc il y a aussi 2 réseaux de financement qui se complètent et qui se cumulent. Et il y a beaucoup de post-prod de films français qui se font faire... qui se font du coup en Belgique pour ces raisons-là, notamment. Ouais. Exactement. Mais non, mais en fait, Finn, elle est elle a un talent fou, donc elle pourrait tout à fait tout faire toute seule, mais elle est très en demande aussi de réaction, de discussion. Parfois, c'est dur d'être auteur et d'inventer ses histoires dans son coin. Et on a vachement envie de pouvoir partager, faire avancer les personnages, faire avancer l'histoire. Et puis, faire un film, ça demande de convaincre beaucoup de gens, donc ça demande d'être convaincant. Et pour être convaincant, il faut parfois être efficace, même quand on a une vision artistique qui est hyper singulière comme celle de Finn, il faut que son langage il soit entendu. Et pour qu'il soit entendu, il y a en fait, ça passe par des techniques dans l'écriture du scénario, dans la construction de la narration, dans la construction des personnages, et tout ça, c'est des choses qui se discutent et qui se travaillent. Donc la réponse est oui, il y a beaucoup d'échanges. Et des points de désaccord parfois, du coup. Oui, bien sûr. Alors, en fait, là, ça c'est... Moi, je suis arrivée sur le film, il y avait déjà une version de scénario qui était prête, mais qui a beaucoup évolué. Et en fait, ça c'est pas tellement... les points de désaccord, je dirais que ça peut peut-être plutôt se concentrer sur le montage, une fois que le film est tourné, parce que là, il y a vraiment... C'est genre, on prend pas, on met la scène là ou on la met pas, on l'enlève pas. Donc là, il peut y avoir... Mais après, dans l'écriture... comme en fait par définition on discute avant que l'écriture se fasse, c'est plus un échange qui donne des fruits, quoi. Il y a un truc, c'est plus doux, c'est plus... une fois qu'on a la matière, alors là, on est face au mur. Et donc, c'est plus là qu'il y a vraiment des choix. Et surtout quand on doit couper une scène sur laquelle on a travaillé, qui a demandé de la sueur, du sang. Et qui est parfois hyper réussi, mais qui n'a juste pas sa place. Qui n'a pas sa place, bien sûr. Qui a un problème de rythme, etc. Le moment du montage, c'est un mur, mais c'est aussi un océan. On se noie en fait dans la matière. On a 10 milliards de choix. Et c'est pas simplement des choix narratifs, c'est aussi des choix de style, des choix esthétiques, des choix de rythme. Je pense qu'avant d'arriver au premier bout à bout, c'est déjà quelque chose, quoi. Avec les mêmes rushs, on peut faire plein de films super différents. Entre le travail sur le montage, la manière d'agencer les scènes, la manière de les couper, le moment où on les commence, où on les termine, et le son, le choix de la prise, musique, la choix de la prise, complètement l'interprétation d'un comédien aussi, évidemment. Et bien sûr. Surtout avec un comédien dont on disait qu'il a un trouble autistique, j'imagine que tu as une pluralité de scènes et de possibilités qui doivent être incroyables. Il y a l'heure qui tourne, mesdames. Moi, j'aimerais vous garder jusqu'à 20h passées parce que c'est fascinant de... Mais voilà, sentez-vous libre à tout moment de vous envoler. Si on a peut-être une dernière question, n'hésitez pas à savoir. Moi, j'aurais voulu savoir... Du coup, elle est francophone, la réalisatrice ? Elle a appris le français. Alors, elle n'a pas grandi avec la langue française. C'est-à-dire qu'elle est vraiment flamande. C'est-à-dire que Bruxelles, c'est un endroit super bizarre où il y a à la fois des francophones et des flamands qui sont néerlandophones. Et il y a vraiment des gens qui ne parlent pas du tout l'autre langue. Donc, tu vis en Belgique ? Oui, je vis en Belgique en ce moment, c'est pour ça. À Liège. Ah oui. Mais du coup, je me posais la question de pourquoi le choix de faire un film
en flamand, C'est si sa on langue. est francophone. Elle a appris le français plus tard, à l'âge adulte, jeune adulte. Elle le parle super bien parce qu'elle est très douée. Elle parle hyper bien anglais aussi. D'ailleurs, elle a fait une série pour la BBC en Angleterre et tout. Mais du coup, elle est très très douée, donc elle parle super bien français. Mais sa langue, c'est vraiment le néerlandais, quoi. Ouais. Parce que j'imagine que c'est plus dur de vendre un film flamand que français, du coup. Je confirme. Voilà. Je confirme Pour ça, je me aussi. posais la question. Je me disais, ça aurait peut-être été plus facile pour vous de le vendre, même à Venise, s'il avait été français. Alors ça, je suis pas si sûre à Venise. Ok. Il y a des quand même une politique Elisabeth a raison. de quotas, la concurrence. Ah oui, entre Il y a films tellement de français films et- français que Ouais. ça nous a, Ouais. pour une fois, ça nous a bien arrangé de Ok, pas être en ouais. français. Ok, En j'avoue, revanche, j'avoue. en distribution, français et anglais. Enfin, ça, c'est les deux langues qui passent très très bien. Au-delà, ça devient plus compliqué. Une dernière question peut-être avant de clore ce grand angle. Justement, moi, je serais curieuse de savoir pour la distribution, comment est-ce que vous avez travaillé, par exemple, avec les exploitants de salles. Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, une fois qu'on a acheté le film? Comment est-ce que vous travaillez pour qu'il soit distribué dans le plus de salles possible en France? En fait, on commence à parler des films le plus tôt possible, c'est-à-dire dès leur première sélection festival. C'est-à-dire que le film-là était en compétition à Venise, on communique par tous les moyens qu'on connaît, donc au-delà de newsletters, réseaux sociaux, etc. Même au téléphone, en fait, en parlant des films qu'on programme, des sorties à venir qui arrivent vite. On dit en fait aux gens à Venise on avait Oli, etc. Là dernièrement il y avait le festival de Berlin. Je sais que quelques exploitants y vont, surtout les exploitants des circuits. Je dis Bertrand va voir Crossing de Levan Akin, c'est superbe, etc. Donc c'est vraiment une façon en plus de mettre l'accent de façon très concrète et non pas abstraite des mois après. Tu sais, le film était en compétition à Venise. Donc ça commence dès cet instant-là et après, ça c'est le lancement à l'international. Ensuite, nous, l'idée c'est quand même de faire en sorte que le film soit visible avant d'arriver en salle. Donc de faire en sorte qu'il soit sélectionné dans le plus de festivals possible. Donc ça, par exemple, Oli a gagné le Grand Prix du jury, l'Atlas d'Or à Arras. Il est en compétition aux Arcs. Il est passé dans plusieurs autres festivals comme Auch, où il y a beaucoup d'exploitants. Et là, le bouche à oreille commence à monter. Donc il y a ça, il y a la presse. Et comme l'industrie du cinéma, c'est un petit monde, les gens se croisent, les journalistes parlent aux exploitants et réciproquement. Donc en fait, il y a tout ce travail de construction, de visibilité, bien avant pour qu'un film n'arrive pas comme ça, tout nu, en salle, auquel cas ça marcherait absolument pas en fait. Voilà. Et après, il y a le travail de fourmi, d'appeler, c'est très artisanal, salle par salle. On parle à des réseaux. Donc là, voilà, par exemple, MK2 pour Paris, mais aussi UGC, Pathé pour toute la France, CGR. Par contre, les réseaux indépendants, certains ont des programmateurs communs, donc il y aura quelqu'un qui va programmer pour plusieurs villes d'une région, mais il y a aussi énormément de salles qui ont une personne pour programmer. Donc c'est le travail de plusieurs personnes dans une équipe de distribution. Et c'est hyper compliqué, c'est un boulot dont on parle très peu, dont le grand public a très peu conscience, mais c'est impitoyable. Moi, j'ai assisté à quelques soirées chiffres et on voit l'enjeu énorme qu'il y a sur la soirée chiffres. C'est le mercredi de la sortie, en général, où on appelle toutes les salles pour avoir les chiffres d'entrée, et c'est hyper stressant parce que tu te rends compte vous avez très peu de marge de manœuvre, c'est-à-dire que les exploitants, eux, leur but, c'est de rentabiliser la salle, de rentabiliser le chauffage, les employés qui travaillent, etc. Et du coup, ils vont garder ou pas le film, et ça, c'est décidé très, très, très en amont. Enfin, je trouve que c'est un monde qui est très compliqué, c'est vraiment hard, quoi, c'est vraiment violent. Je confirme. C'est vrai que c'est un truc que le public n'a pas conscience de ça et tout. En plus, je trouve que ça c'est... de ma petite expérience, je connais mal tout ce milieu-là et tout, mais c'est vrai que ça s'est radicalisé, c'est-à-dire que
le facteur temps, en fait, c'est vachement réduit. On oublie aujourd'hui que même, je vais prendre des gros classiques, mais un film comme Le Parrain, quand il est sorti, ça a été un four. Ça a fonctionné au bout de 6 mois d'exploitation, parce qu'à l'époque, on laissait beaucoup plus les films vivre en salle, quoi. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, parce qu'il y a beaucoup plus de films, et du coup, les films sortent beaucoup plus rapidement, en fait, du circuit en salle. Et pour vous, c'est vrai que c'est une bataille de tous les instants, en fait, pour faire vivre surtout un film comme celui-ci en salle, quoi. J'ai la sensation que les films restaient des mois en salle, quoi. Et ouais, il faut vraiment saluer le travail des distributeurs comme New Story, qui est en fait, vous accouchez les films. C'est-à-dire qu'en fait, les auteurs les écrivent, les réalisateurs les font, les producteurs les rendent possibles, mais sans le travail du distributeur, un film, il est mort-né. Et c'est un travail, mais c'est incroyable. Le travail que fait l'équipe de New Story, par exemple, est un travail de dentelle, hyper précis, hyper puissant, hyper discret, mais vital. Et en fait, c'est vraiment, on leur confie le bébé et ils s'en occupent. Et c'est vrai que tout ce que dit Elisabeth sur la construction de la visibilité d'un film, rien que faire l'affiche, faire la bande-annonce, l'affiche française, elle est... Vous avez fait des compliments sur l'affiche et on vous en remercie. Elle est encore... bien au-dessus des affiches qui ont été faites pour le film jusqu'à présent. Donc dans les autres pays. Dans les autres pays. Donc New Story a vraiment apporté une valeur ajoutée au film qui est hyper importante. Et alors le travail de programmation dans sa brutalité, dans sa concurrence, on n'en parle même pas. Donc c'est vrai que c'est un échelon qui est mal connu du grand public, parce qu'on parle souvent des réalisateurs, moins des producteurs et beaucoup... mais c'est vrai que pourtant c'est un échelon vital et risqué. Et donc, voilà, c'est hyper important d'en parler. Juste pour donner une toute petite anecdote, j'avais un copain qui bossait à Disney, donc ils ont beaucoup plus d'assises financières et tout. Et je me rappelle que lui, il flippait selon la météo. Il me disait, ah merde, ce mercredi-là, je sais plus quel film il sortait, mais il fait beau, c'est relou. Et il râlait en fait contre la météo qui était bonne, parce que du coup, il pensait que les gens allaient moins en salle. Oui, aussi, il y a des matchs de foot. C'est intéressant pour juste, tu vois, que tu te rendes compte en fait de la réalité en fait sur le terrain de ce corps de métier. Après, quand il fait très maillon, chaud en fait, dehors, on va dans les salles de cinéma. Exactement. C'est les bons côtés en fait du réchauffement climatique. Mais en fait, le succès d'un film dépend de 1000 choses, au moins, je dirais, et beaucoup de sa date de sortie. Qui est très... Évidemment, on peut bouger les dates de sortie, mais il y a un moment où on ne peut plus. On arrive trop près, les mensuels sont sortis, il y a des salles qui programment, qui fonctionnent au programme, ce qu'on appelle le programme, c'est-à-dire que c'est sur le mois à venir ou les 15 jours à venir, c'est marqué dans la gazette du cinéma. Voilà, il y a un moment où on peut plus changer, ça, c'est pas possible. Et les dates s'avèrent peut-être beaucoup plus difficiles que prévu à un moment où on ne peut plus changer. Et de toute façon, ce serait vraiment la jungle. Donc, il y a quand même quelques règles à respecter. Mais c'est vrai que le temps, pour le coup, c'est l'ennemi de tous les distributeurs. Enfin, en tout cas, le beau temps. Et évidemment que quand ce sont de très, très gros distributeurs très puissants comme Disney, eux ils font un peu un autre métier, mais ceci dit, ils prennent aussi des risques dingues qui sont à la mesure. En fait, les enjeux sont à la mesure des risques pris. Donc, ils ont une assise financière très importante. Ils ont des comptes à rendre énormes. Et c'est ça, ils prennent de tels risques que pour eux aussi, ils sont comme ça. Mais en fait, non, la programmation. En fait, en gros, la distribution, il y a deux pôles. Il y a la communication, on amène le film au public. Donc la presse, si vous voyez un plateau télé, c'est le distributeur qui a construit ça, et la programmation. Et on vend les films aux salles, parce que chaque semaine, il y a 15 films, 20 films qui sortent. Il n'y a qu'un nombre limité d'écrans en France, il n'y a qu'un nombre limité de semaines. Et on est tous en concurrence. Ça, c'est la première semaine, mais ensuite, il faut faire en sorte que le film reste. Donc on se bat pour qu'il reste, on se bat pour le nombre de séances, pour les horaires des séances. Chaque semaine, en fait, c'est ça. Voilà. Vous faites beaucoup d'avant-premières sur un film comme Oli, du coup, parce que ça aussi, c'est une autre façon, j'ai vu, qui permet aussi un tout petit peu, j'ai l'impression, de mon point de vue, d'étaler un peu la diffusion du film un peu dans le temps, en fait. Alors, on fait plus d'avant-premières pour des films français. Parce que vous avez les équipes et tout. C'est ça, les équipes sont sur place. Si les réalisateurs ou des comédiens sont un peu plus connus, les salles ont plus tendance à accueillir ce type d'équipe-là. Avec Oli, on en fait quelques-unes
parce que Finn est assez proche et qu'elle est vraiment... elle est géniale, en fait. Donc, dès qu'elle peut aider la sortie, elle le fait. Donc oui, on a fait quelques-unes. Et puis surtout, ce qui aide, c'est qu'elle est francophone. Enfin, en tout cas, elle parle français. Ouais. Donc oui, on en fait quelques-unes, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs... ne serait-ce qu'au MK de Beaubourg, mardi soir, venez. Et mercredi, présenté par Dominique Moll, qui était président du jury à Arras, où Finn a eu le Grand Prix. Et donc, il vient présenter le film au Méliès de Montreuil, mercredi soir, accueillir Finn, donc Dominique Moll, qui a réalisé La Nuit du 12, Ariane, l'ami que je vous veux du bien, etc. etc. Très bien. Bon, ben, les dates sont prises. Je vois que vous devez vous envoler. Merci énormément. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Parce que, merci de votre accueil. Merci à vous. On a pu en apprendre. C'était super d'avoir la réalisatrice en capsule et en distanciel, mais vous avoir aussi et revenir sur vraiment le travail colossal que vous faites en tant que productrice et distributrice. Je trouve que c'est fascinant. On a eu pas mal de techniciens du cinéma. On a eu montage. On a eu, mais c'était vraiment fascinant d'en savoir plus. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Vous souhaite beaucoup de succès pour ce film. Merci énormément. Au revoir. Merci. On va continuer sur cette émission. C'était fascinant. J'avais plein de questions. Mais c'est pas grave. On doit avancer. C'est le moment où on va parler de toi, Jimmy. Parce qu'on doit avancer. On a un jingle. Jimmy, je le rappelle, donc Jimmy, comédien, on peut le dire, hein, devant ta caméra depuis des années. Bah si, en fait, c'est un peu ça le métier de youtubeur. Hein, c'est entre autres, oui. Écrire des vidéos, les incarner, les monter. Disons que vu que j'ai joué dans des petits courts-métrages, etc., j'accepte. T'acceptes d'être... Mais le fait de faire des blagues devant ma caméra, bon, bah, admettons. Mais ok. Mais c'est le début, en tout cas, de raconter une histoire. Et finalement, ça reste dans le même paysage. On va faire rapidement ton portrait. Donc, on va te poser quelques questions et aussi revenir sur ton choix. Parce que l'équipe t'a demandé les films qui t'ont le plus marqué, en tout cas qui t'ont le plus parlé. Et il y en a un ce soir qui est projeté, c'est Shutter Island. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comme je t'expliquais tout à l'heure en coulisses, déjà Leonardo DiCaprio est un acteur que j'apprécie particulièrement parce que je pense que la très grande majorité des films que j'ai vus de lui m'ont toujours plu. Et comme je le disais dans mon avant-dernière vidéo où justement je fais un portrait sur lui, c'est un mec, déjà c'est un des rares acteurs où tu te déplaces pour lui plus que pour le film, ou en tout cas pour les deux en même temps, alors qu'il y a quand même beaucoup de films où tu te dis l'histoire a l'air cool, tu connais pas vraiment l'acteur, tu verras si t'aimes bien ou pas. Et donc déjà il a ce truc qui fait que je sais pas, j'aime bien comment il interprète ses personnages et à chaque fois j'aime les histoires qui sont racontées autour de lui. Et l'histoire de Shutter Island en fait fait partie des films. Alors plein de gens dans les commentaires de ma vidéo m'ont dit moi j'ai compris tout de suite, première seconde. Oui, bah oui, on les connaît. Bon, moi c'était pas le cas et je suis bien content en vrai parce que ça m'a donné envie de le re-regarder et j'aime bien ces films qu'on a besoin de regarder 2-3 fois pour savoir qu'est-ce que tu as pu rater voilà. Ouais. Oui, puis déjà en train de décéder celui-là. Déjà par quel bout il faut le prendre. Est-ce que bon là je vais pas spoiler, je sais pas s'il faut spoiler ou pas, mais est-ce que c'est du spoil? Il est sorti en quelle année? Il y a des gens qui vont le voir après. Oui, non, alors on va pas raconter la fin. Non, mais voilà. Mais c'est sorti en 2010, donc. Est-ce qu'il a raison d'être là ou sur cette île ou pas? Est-ce que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais à la fin j'étais là en mode mais attends, mais est-ce qu'il a vraiment un intérêt à être sur cette île ou pas? J'essaye de le formuler le mieux possible. Ça transpire. Je sens des... Mais et ça m'a vraiment passionné. J'aime aussi le côté un peu psychologique, un petit peu de folie mentale aussi qui règne autour de cette île et tout ça. Le côté un peu sombre. Donc, il y avait plein de films, il y avait vraiment beaucoup de films que j'ai adorés. Je crois que dans la liste qu'on m'a demandé, j'en ai donné 5, il y en avait 3 qui étaient Leonardo DiCaprio. Donc, peut-être que voilà, il y a un truc qui fait que... C'est marrant que tu dises Shutter Island DiCaprio alors que c'est un film de Scorsese quand même. Oui, bien sûr, c'est un film de Scorsese qui fait plein de bons films. Mais comme je suis malade, non, comme je suis plutôt
un novice en vrai dans le cinéma. Moi, je prends un peu le cinéma comme un divertissement, comme n'importe quel random dans la rue, plutôt que d'être aussi expert que toi, par exemple, ou que vous autour de la table, ou même dans la salle. Quand je vois un film, je dis le film de un tel. Alors que c'est vrai que c'est une énorme erreur. Hein. Le film de DiCaprio, le film de Brad Pitt. Oui, mais c'est ce qui t'a retenu en tout cas. Il n'y a que pour. Et là, c'est vraiment, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oh là là. Il n'y a que pour Tarantino, je dis les films de Tarantino, parce que j'apprécie aussi. C'est terrible là ce qui est en train de t'arriver. Mais parce que je parle beaucoup. Je te donne une virgule, vas-y, bois de l'eau. Shutter Island, je me suis surpris à le mettre dans mes films préférés, mais genre vraiment, nous dit-on dans le chat, Cheskid qui nous partage ça. Sortons de Shutter Island. Je vais te demander par exemple un film que tout le monde aime, mais toi, vraiment. Je sais pas si on va peut-être pouvoir rebondir dessus, mais du coup... L'homme au masque de fer avec DiCaprio. J'essaie de trouver un truc. Il est bien. Mais en rapport avec DiCaprio ou pas? Quoi? Attends, c'est pas grave, vas-y. Non, mais j'aurais pas dû dire ça. Il a dit que c'était de la merde. Bah oui, c'est de la merde. Mais c'est pas grave, mais vas-y. C'est pas le film qui m'a le plus marqué. C'est nul. Hein. Mais je trouve que c'est intéressant pour un acteur d'avoir joué ce personnage et d'avoir joué tant d'autres choses totalement différentes par la suite. Mais en rapport avec DiCaprio ou pas du tout? Non, pas du tout. On va pouvoir rebondir dessus peut-être alors, mais pour le coup, Dune... Ouais. Je sais que soit on adore, soit on bof. Moi, c'est plutôt bof. Peut-être parce qu'on me l'avait archi vendu. Oui. Je reconnais que les images sont très belles. Au niveau du son, c'est joli aussi. Mais je n'ai pas été plus transporté que ça. Donc, je verrai Dune 2, je regarderai. Après, je ne l'ai pas vu au cinéma, Dune 1. Peut-être que ça... Tu l'as vu sur ton téléphone Non, je l'ai tu vu l'as vu chez dans l'avion moi, sur Netflix, bon, voilà. Mais peut-être que ça joue, peut-être que ça a un impact. Pour certains films, ça en a. Mais pour le coup, j'ai pas été transporté. Et peut-être aussi que c'est dû aux acteurs qui, pour l'instant, ne me touchent pas particulièrement non plus. Très bien. Moi, Chalamet me touche, quoi. Oui, j'adore son ça, talent. j'en étais sûr. Hein. Mais oui, d'ailleurs, je le rappelle, on est dans une salle de cinéma et je crois qu'on est la seule émission sur Twitch à faire une émission dans une salle de ciné. Donc, ça me rappelle à quel point l'expérience au cinéma, c'est vraiment différent. J'étais du genre à louer mes films sur mon tel. Hein. Je reviens de loin. De très loin. Et maintenant, je vais au cinéma une fois par semaine parce que l'expérience, c'est tout autre chose. Une dernière question. Un film qui te fait pleurer, mais systématiquement. C'est dur de m'arracher des larmes. Ouais, parce que je crois que tu pleures pas. C'est très, très dur. Je suis très peu expressif d'un côté comme de l'autre. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de mal à exploser de rire. Par exemple, quand je vais voir des spectacles humoristiques ou quoi, je ris très peu, c'est intérieur, quoi. Je suis en barre de rire, mais à l'intérieur. Okay. Et c'est pareil pour les pleurs. Mais le dernier que j'ai regardé, que j'avais déjà vu, mais je l'ai re-regardé parce que je le trouvais poignant et en même temps, j'essaye de me mettre à la place du père du coup dans ce film. C'est Prisoners, où c'est pas de la tristesse, mais c'est plus j'arrive à ressentir un petit peu la haine du père dans cette situation. Donc c'est pas des larmes, ou alors ça serait des larmes de haine, quoi. Ouais, je vois. Mais en tout cas, c'est le début d'une émotion. Très bien. On va continuer parce qu'on est horriblement en retard et qu'il y a une séance juste derrière et c'est le Focus Univers Ciné Jingle. Univers Ciné, donc, c'est une plateforme de vidéos à la demande française. Cocorico, c'est consacré au cinéma indépendant. Vous pouvez y louer et acheter des films français et étrangers. Par exemple, ce mois-ci, vous aurez droit à L'Enlèvement de Marco Bellocchio ou encore Vincent doit mourir de Stéphane Castan. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur un film qui s'appelle Toutes les couleurs du monde. Le titre original, c'est All the colors in the world are between black and white. Toutes les couleurs du monde sont entre le noir et le blanc. C'est une des rares œuvres LGBT du Nigeria et ça arrive bientôt au cinéma chez nous. Donc ce sera en France le 8 mai si je ne me trompe pas. Je regarde la régie. Ça doit être ça.
Avant même le début du tournage, pour vous donner un tout petit peu de contexte, le réalisateur qui donc s'appelle Babatunde Apalowo savait en fait que son film ne verrait jamais l'intérieur d'une salle de cinéma au Nigeria. Et pourtant, c'est tourné en anglais d'ailleurs. Ouais, faut le dire. il est parti au Royaume-Uni, mais il a quand même fait. Il a quand même fait parce que en fait le président du Nigeria a fait passer une loi récemment interdisant l'union entre personnes du même sexe. Et c'est la plus grande restriction des droits fondamentaux du pays depuis 1999, date à laquelle la dictature militaire a pris fin. Quand cette loi a été ratifiée, il faut savoir que ce sont des tas et des tas de personnes soupçonnées de relations homosexuelles, qui ont été parfois dénoncées par leurs propres voisins, pour vous rappeler peut-être une époque sombre de notre histoire. Et ces personnes ont été arrêtées, certaines ont été fouettées en public. Il faut savoir que vous risquez entre 10 et 15 ans de prison pour un flirt, un baiser, un concubinage. Pareil pour les partisans des droits LGBT au Nigeria. Et c'est donc dans ce climat-là que ce film a été fait. Donc c'est une exclue de la plateforme et j'ai vraiment envie de le pousser, ce film, parce que il nous raconte justement la rencontre de deux hommes qui vont se rapprocher, un photographe et un autre qui va l'observer en train de prendre des photos, donc dans une ville qui est Lagos, qui va devenir véritablement un personnage du film, un personnage à part entière. J'ai trouvé une interview en fait du réalisateur qui disait qu'il avait lui-même une anecdote qui avait posé en fait les bases fondamentales de son film. Il a partagé sa chambre universitaire, qui est donc un tout petit espace, on connaît, avec un camarade, et il a appris des années après qu'il avait été lynché pour homosexualité. Et en fait, lui, il n'avait jamais rien vu. Et il disait comment dans ce tout petit espace, nous qui vivions ensemble, je n'ai pas vu, entendu, senti quelque chose qui pouvait me mettre sur la voie. Et en fait, ça l'a profondément marqué. Et c'est ce qui a posé les bases de ce film qu'il a maintes et maintes fois hésité à laisser de côté, à abandonner. Et pourtant, aujourd'hui, il passe un message qui est magnifique, notamment pour tous les réalisateurs, scénaristes africains, d'aller jusqu'au bout de leurs projets, des projets qui leur parlent, des projets qui leur plaisent, d'installer aussi un genre de cinéma africain qu'il définit comme plus lent, comme plus vraiment avec tout un tas de codes et de caractéristiques. Et j'ai trouvé ça assez magnifique qu'il aille jusqu'au bout de ce film. Voilà, c'est toutes les couleurs du monde, et ça arrive le 8 mai prochain en salle. C'est aussi dès le 8 mars en fait. Sur Universiné, disponible à l'abonnement. Donc c'est une sortie qui est hybride, et c'est ça qui rend la chose aussi hyper belle. C'est surtout ce genre de projet, je pense, et de films qui vont faire avancer les choses. Complètement. Peut-être pas au sein du pays maintenant, en tout cas au sein du continent ou des différents pays qui pratiquent ce genre de choses. Ouais. Ça nous amène à en parler. Je veux juste dire un tout petit truc, en fait, ouais. C'est que c'est un film d'intérieur. Tu parlais, moi je connaissais pas cette anecdote là sur son passé, là, l'histoire de la chambre universitaire et tout, mais c'est vraiment un film d'intérieur, c'est-à-dire que le Niger joue moins un rôle que le minuscule appartement dans lequel vit le personnage principal. Il y a du coup tout un travail de transparence avec des rideaux, avec ses livres, avec sa bibliothèque, etc., pour raconter son parcours à lui, en fait, et comment il va petit à petit être amené à s'assumer. Voilà. Mais justement, c'est peut-être ça le message aussi du film, c'est s'assumer pour des raisons évidentes que je vous ai énoncées. Je vous enjoins à le voir, donc je le rappelle, le 8 mars sur Universiné et en sortie salle le 8 mai en France. Il y aura évidemment des choses, je l'espère, s'il y a des interviews, des junkets qui sont faits, notamment sur la recherche de casting. Beaucoup d'acteurs en fait ont refusé de jouer ces rôles-là. Il y a eu des abandons, etc. Le réalisateur s'est souvent dit, d'ailleurs, je n'arriverai pas à faire ce film puisque les acteurs ne peuvent tout simplement pas porter ce rôle. Il a finalement trouvé un duo d'acteurs qui sont fantastiques. D'ailleurs, il y en a un qui a été nommé au Africa Magic Viewers Choice Awards l'année dernière, ce qui est une très belle reconnaissance pour eux. Il a été présenté à la Berlinale 2023, il a remporté le Teddy Award, et il est également prix du jury au Festival Chéri Chéri 2023. Donc voilà, j'ai vraiment envie de pousser cette histoire racontée avec énormément d'authenticité pour tous les challenges qu'elle porte, mais aussi pour l'espoir que ça va donner aux gens qui aujourd'hui doivent se cacher pour échapper justement à ces normes absolument désastreuses qui sont sociétales et juridiques dans leur pays, mais aussi qui couvrent une partie de leur continent, puis dans le reste du monde
globalement. Voilà, j'espère que je vous l'ai vendu. Oui. Toutes les couleurs du monde, c'est disponible sur Univers Ciné. Et bientôt en salle, je vous l'ai dit, le 8 mai, vous aurez un concours dans le chat pour gagner 5 abonnements voilà, à la plateforme. Donc, ce sera l'occasion pour vous de découvrir plein de films absolument géniaux. On va partir sur la suite de cette émission. Et c'est le flashback qui va être mené par Julien. On a un jingle. Le festival Cinémathèque, 11e édition, Julien. Ouais, qui s'appelait Avant toute la mémoire du monde, et ils ont abandonné le titre. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est dommage, parce que moi j'aimais beaucoup ce titre. Alors c'est du 13 au 17 mars prochain, et vous ne pourrez pas tout voir. Je vous préviens tout de suite, il y a une telle masse en fait, de films qui sont proposés, de cycles et tout. C'est absolument monstrueux en fait, ce qui propose. Je pense que l'événement principal, c'est la venue de Peter Weir. Alors Peter Weir, vous connaissez peut-être tous en fait ces films américains, Truman Show, Le Cercle des Poètes Disparus, Master and Commander, voilà. Mais Peter Weir est un cinéaste tout à fait particulier en fait qui a contribué à la renaissance du cinéma australien. C'est-à-dire que le cinéma australien au tout début, à l'aube du cinéma, a été florissant. Ça a très vite périclité, il était quasiment mort, c'est-à-dire quasiment inexistant. Et au début des années 70, l'État a décidé de revigorer sa cinématographie. Évidemment, il y a eu Mad Max à la fin des années 70 de George Miller qui a complètement propulsé ce qu'on a appelé plus tard la Ausploitation, quoi. Il y avait plein de films incroyables, d'ailleurs, mais pas forcément d'ailleurs toujours tournés par des cinéastes locaux. Peter Weir, il était un peu... la figure de proue, en fait, si vous voulez, de tout ce mouvement-là. Et moi, je vous invite notamment à voir 2 films australiens qui vont être présentés. Alors, je crois qu'en plus, le premier, c'est lui qui le présente, puisque Peter Weir va venir et il a une carte blanche aussi, mais donc il va présenter plusieurs de ses films. En particulier, moi, Picnic à Hanging Rock, qui est un film absolument incroyable. C'est pareil, c'est aussi un film qui est à l'orée du fantastique. Pas vraiment à l'orée, d'ailleurs, je vous laisse le découvrir. Qui est un film très pictural, plus d'ailleurs que contemplatif. Je vais dire contemplatif, mais c'est plus pictural qu'autre chose. Qui va vraiment avoir. Il y a Dernière Vague aussi qui s'empare de la question des aborigènes australiens, toujours avec par la bande, en fait, on va dire, par quelque chose d'un peu surnaturel. Enfin bref, c'est vraiment une cinéphilie à découvrir, et c'est vraiment génial. Il y a aussi, alors, je peux pas tout dire, en fait, c'est énorme, allez voir sur le site de la Cinémathèque, mais il y a des restaurations récentes de l'UCLA, en fait, qui est une institution américaine. Il y a un film de Frank Borzage, par exemple, qui a l'air incroyable, quoi, qui s'appelle Mortal Storm. Moi, c'est ça qui est génial dans ce festival de Cinémathèque, c'est qu'il y a tout s'entrechoque. Et là, en l'occurrence, ils vont diffuser des sérioles de Flash Gordon. C'est-à-dire que Flash Gordon était une BD qui cartonnait. Et il y a eu des sérioles qui étaient une espèce de précurseur à nos séries télé. C'est des petits films, en fait, qui étaient diffusés, qui duraient 20 minutes. Et c'est c'est un peu kitsch, on peut y aller comme on va aux soirées Nanarland, etc. Mais en même temps, c'est très intéressant, les sérioles, parce que ça énormément nourri, en particulier le cinéma à grand spectacle américain des années 80. C'est-à-dire que ça a beaucoup nourri les Star Wars de George Lucas, ça a beaucoup nourri tous les blockbusters produits par Joel Silver, par exemple, cette idée d'avoir ce qu'on appelle un cliffhanger. Le cliffhanger, c'est un terme qui vient des sérioles. C'est le héros en péril à la fin, au bord du truc et tout. Et tous les sérioles se terminaient, tous les épisodes se terminaient comme ça pour que les spectateurs retournent en salle ensuite. Et ça, c'est un truc qui a été beaucoup repris dans Les Pièges de cristal, tous ces trucs-là où Joel Silver disait il me faut un cliffhanger toutes les 20 minutes. Ça vient du sériole. Il y a aussi beaucoup de restaurations qui vont être présentées pour la première fois. Il y a Croix de fer de Sam Peckinpah, qui est un film incroyable, un film sur la Seconde Guerre mondiale, mais vu du côté des Allemands avec des tanks et tout, un truc qu'il était allé tourner en Europe de l'Est dans des conditions improbables. Enfin, un film de Peckinpah, quoi. Allez voir ça, à mon avis, en salle, ça va être une expérience de fou. Il y a La Revanche de la créature de Jack Arnold, qui est la suite de La créature du lac Noir. J'adore La créature du lac Noir et c'est super, La Revanche de la créature. Donc allez-y, c'est trop bien. Il y a des monstres, des trucs. Il y a les Judex de Louis Feuillade aussi, sur un truc complètement différent aussi. C'est pareil, ça va être fascinant parce que vous allez pouvoir voir une autre facette en fait du cinéma français, en fait, un cinéma qui a été complètement effacé pendant une époque et qu'il est bon de raviver, de se dire bah voilà, on a ça aussi, ça nous appartient aussi en France. Il y a un hommage à Machiko Kiyo aussi, qui est une actrice japonaise. Il y a Les Contes de la Lune Vague après la pluie de Mizoguchi, par exemple, qui est présenté. Il y a Rashomon de Kurosawa. Il y a Sadao Yamanaka aussi, qui est un grand
qui est un grand réalisateur japonais aussi. Il y a Jacques Deray, qui lui est plus dans le polar des années 60 et 70 français. Il y a Symphonie pour un massacre de Jacques Deray avec Jean Rochefort, qui est, moi je trouve assez étonnant dans le film, qui est là. Voilà, il y a alors je suis un peu ma promo du coup, Marie, je peux ou pas? Bien en sûr, fait, on fait une journée d'études autour de l'IA dans le cadre de cet événement. Et donc il va y avoir plein d'intervenants et tout, ça va être vraiment super, je pense. Et parce que l'IA, c'est quand même une question primordiale. Très récurrente en ce moment. Bah ouais, et c'est primordial dans le cinéma. C'est-à-dire que là, on voit encore, il y a des financiers en fait qui sont retirés du financement de certains studios américains en se disant oh là là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer pour le cinéma, en tout cas pour ces gros studios. Ça, en fait, il y a quelque chose dans le cinéma qui est en train de se démocratiser à l'extrême, mais qui pose aussi beaucoup de questions à côté, etc. Donc, on va tous s'interroger autour de ça, réfléchir autour de l'IA de façon sereine, on va essayer. Et moi, je vous donne une petite conf déjà sur Zemeckis, qui est un cas tout à fait particulier, qui est en train de travailler sur l'IA avec un film avec Tom Hanks en ce moment, pour faire des vieillissements en temps réel. Mais surtout, je vais animer une table ronde avec 3 réalisateurs qui se sont qui ont testé en fait l'intelligence artificielle et qui ont tous figuré, enfin moi, mais un qui était ici, qui est Jérémy Perrin, le réalisateur de Mars Express, qui parle de l'IA dans Mars Express, et qui a dans Mars Express d'ailleurs il y a une espèce de précurseur de l'IA, mais ça on en parlera avec lui. Et il y aura Vincent Ravalec qui est peut-être plus connu comme étant l'auteur de Cantique de la racaille, mais qui est aussi réalisateur et qui, avec ses enfants Amélie et Benjamin, travaillent aussi autour de l'IA. Ils ont monté un studio qui est basé à Clamart, qui viendra. Et il y a Christian Volkmann, qui est aussi un cinéaste tout à fait intéressant, parce qu'il avait fait un film atypique dans l'industrie du cinéma qui s'appelle Renaissance, et qui, lui aussi, qui est à la fois un artiste peintre et qui travaille beaucoup avec les IA. Donc on va essayer de réfléchir tous ensemble. Ça ne va pas être un débat pour ou contre l'IA, ce qui serait un peu stérile, mais plutôt on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est que ce machin et comment on va essayer de l'embrasser en fait. Voilà. Appliqué au domaine artistique, ça fait énormément parler. Il y a beaucoup de questions. Ouais, le festival donc, de la Cinémathèque, 11e édition, du 13 au 17 mars. À quelle date exactement cette conférence? C'est du 13 au 17, c'est le 13, je crois que c'est le mercredi en fait. Donc je crois que c'est le 13. J'ai pas noté la date de la conférence. Je suis désolé. Faut que tu non, mais je me suis mis un rappel sur mon téléphone. Ok, parce que si t'es dedans, ok, d'accord. Non, mais c'est super. Enfin voilà, allez voir ça. C'est génial. Tu parlais de l'expérience en salle. Revoir en fait par exemple, tu vois un Kurosawa en fait sur grand écran. Surtout, alors je sais plus, j'ai pas vérifié s'il est diffusé à Henri Langlois, enfin qui est la grande salle de la Cinémathèque en fait. Et c'est pas pareil en fait, c'est pas la même chose que de voir un Blu-ray ou de le voir en streaming en fait chez soi. Tu découvres tout à coup à quel point la mise en scène de ce mec-là était de ce maître était hyper dynamique en fait. C'est réjouissant en fait. Et même le cercle des poètes disparus le 14 mars, je vois le jeudi du coup. Pareil. Allez voir vraiment. Alors, Master et Commander aussi, tu vois, dans ces films américains. Moi j'aime beaucoup Truman Show par exemple, mais Master et Commander c'est un film hyper étonnant. Je trouve il y en a pas beaucoup des films de combat marins, tu vois. C'est un truc, c'est un vrai défi, je trouve, cinématographique de filmer ça. C'est des combats qui sont assez lents en général, tu vois, un peu l'ancien. Et c'est super ce qu'il fait avec Master et Commander. C'est un vrai film là-dessus et qui triche pas. Eh ben écoute, si ça peut être un début de réponse, le film Rashomon d'Akira Kurosawa sera diffusé le 16 mars, donc le samedi à 18h, au Christine Cinéma Club. Oui, c'est vrai. C'est pas tout. Voilà. J'ai pas précisé, tout n'est pas à la Cinémathèque. Il faut aller sur le site pour. J'essaie de vous donner envie. Allez-y, allez voir sur le site. C'est foisonnant. J'ai pas donné évidemment la moitié du nombre de films qui y sont diffusés. Allez faire votre marché. Vous trouverez forcément quelque chose qui va vous interpeller en fait. Là-dedans. Il y a énormément de choses. Merci beaucoup, Juju. On va passer à la suite et c'est l'OFNI. C'est Chloé qui va nous parler de Tiger Stripes. Mais elle ne nous parle pas du coup de ses coups de cœur. Mais qu'est-ce qui se passe, Moi, Marie en ce moment. Mais j'en rêve, mais en plus, on nous a dit qu'il faut aller vite. Et du coup, c'est pas juste. Bon, allez, vas-y. J'espère qu'on aura le temps. J'espère, mais là, Tiger Stripes, on a un jingle. On a un jingle. Faire des t-shirts. Non, les lance pas. Les lance pas.
Alors, dis-nous. Alors, du coup, donc, Tiger Stripes, c'est un premier film donc, d'une réalisatrice malaisienne qui s'appelle Amanda Nell-Yu. C'est un film qui a été primé, qui a reçu le Grand Prix à la Semaine de la Critique à Cannes. Et donc, c'est un film qui va nous raconter l'histoire de Zafan, une petite fille de 12 ans qui va entrer en pleine puberté. Elle va avoir son corps qui commence à changer. Il va se passer des choses un peu étranges. Et elle va donc ensuite se faire, à cause de son comportement qui change, elle va se faire un peu rejeter par ses amis, sa famille, qui vont commencer à trouver qu'elle a une attitude déplacée, un peu trop rebelle, et elle va petit à petit se transformer en monstre. Donc ça va te plaire, c'est un vrai monstre. Et donc voilà, on est dans un film d'horreur qui va vraiment dans le body horror, avec des scènes de démangeaison, des scènes, on les voit dans la bande-annonce, mais d'ongles qui se soulèvent, qui... je pense pour le public français va beaucoup nous rappeler Grave de Julia Ducournau ou Teddy des frères Bouguerma, si les gens l'ont vu. Alors je pense pas que ce soit les inspirations de la réalisatrice, parce que voilà, mais nous ça nous fait penser à ça. Mais puisqu'on parle des inspirations, donc la réalisatrice, ce qui est très intéressant avec ce film, c'est qu'elle avait envie de rendre hommage au cinéma d'horreur malaisien des années 50 et vraiment au maquillage, d'effets spéciaux. Donc il y a un choix artistique fait dans le film que moi je trouve très intéressant, mais qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui donne au film une vraie patte, qui est de faire en fait des effets spéciaux un peu kitsch, un peu artisanaux, avec notamment on va avoir des femmes avec des yeux qui luisent, très violets, très faux, et une transformation en monstre physique avec un personnage, une petite fille qui va avoir vraiment une queue un peu grotesque qui lui pousse, mais ça donne au film beaucoup de charme. Et justement, donc ce côté, le film est aussi intéressant parce qu'il a une forme filmique assez unique, où on a donc toutes des scènes très traditionnelles filmées avec des prises de vue réelles, mais en même temps beaucoup de scènes qui sont filmées au téléphone, filmées par les jeunes actrices, qui sont pour la plupart des actrices débutantes et qui sont assez extraordinaires et super dynamiques. Et ce choix-là est aussi super intéressant parce qu'en fait, c'est un film qui parle de la jeunesse, de la nouvelle génération, de la puberté. Et donc, intégrer une forme filmique verticale, en fait, ça a carrément tout son sens. C'est hyper cohérent. Et pour revenir juste sur comment on est sur la jeunesse et un peu sur l'inspiration, une petite anecdote qui est très marrante, c'est que la réalisatrice s'est, oui, inspirée de films d'horreur, mais elle s'est aussi inspirée de Lolita malgré moi, qui est un film complètement différent, rien à voir. À notre ancienne chroniqueuse. Oui. Et donc, en fait, elle s'est inspirée de ça pour raconter cette histoire d'adolescentes qui se disputent, puisque au moment où Zafan commence à avoir son corps qui change, à avoir ses règles, il y a beaucoup d'odeurs dans le film, enfin, on ne les sent pas nous, mais beaucoup d'évocations de ces changements corporels liés à l'odeur. Elle se fait complètement bully par en fait, ses anciennes camarades de classe qui n'ont pas envie de rester avec elle pour ces raisons-là. Mais ce qui est aussi intéressant dans le film, et ce qui est comme tous les bons films d'horreur, c'est que forcément, il y a un message derrière qui n'est pas juste... Donc, ça parle bien sûr du passage de l'enfance à l'adolescence, avec ce moment où le corps change et toutes ces transformations-là. Il y a aussi une transformation physique en monstre. Ce qui est intéressant, c'est que la réalisatrice, justement, a choisi cette image du monstre parce que c'est comme ça qu'elle se sentait quand elle est devenue... quand elle a eu la puberté, elle avait vraiment l'impression d'être monstrueuse. Mais en plus de ça, en fait, elle s'inspire aussi beaucoup des légendes et des mythes malaisiens qui en fait, elle s'est rendue compte en grandissant que dans toutes ces légendes-là, les démons et les monstres étaient toujours des femmes qui étaient présentées vraiment comme des bêtes sauvages et complètement enragées. C'est très récurrent en Asie, ça. Voilà. Elles ont toujours 3 têtes, des têtes de serpent. La Malaisie, c'est très spécifique en plus parce que c'est vraiment la croisée des mondes, tu vois. Tu as de la bouffe, c'est à la fois indien, c'est très... Il y a beaucoup d'influences aussi vietnamiennes et thaïlandaises. En fait, je trouve, là-bas, c'est tout à fait particulier. Oui, non, donc, et du coup, en fait, un peu donc, le fait d'avoir grandi avec ces mythes et ces démons-là qui toujours diabolisaient l'image de la femme, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était un peu problématique et ça représentait un peu aussi quelque chose qu'on inculque aux femmes dans la société malaisienne, mais on va peut-être être un peu fou et élargir le propos à toutes les sociétés, de toujours dire aux femmes en fait de rester sages, de pas prendre trop de place, de pas trop parler. Et là, avec son film, elle a voulu justement faire l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un personnage qui se transforme en monstre, mais qui, contrairement à, par exemple, à Teddy ou Grave, qui ne va pas forcément souffrir en fait de cette situation-là. Et justement, ça va l'épanouir et elle va
vraiment trouver toute sa force dans le fait de devenir cette bête. Elle célèbre le monstre qu'elle devient, quoi. Et voilà. Et ça, c'est très intéressant dans le film et toujours très sympa à voir. Mais écoute, quand tu dis élargir le propos, je rappelle que fut un temps, on interdisait aux femmes d'aller à l'église quand elles avaient leurs règles. Oui. Donc, voilà. C'est aussi, on en parle aussi dans le film justement de ça, du contrôle de la religion sur le corps des femmes, notamment au moment de la puberté. Complètement. Et c'est marrant parce qu'elle disait dans une interview, on entend toujours dire que les adolescentes sont de vrais démons, des folles soumises à leurs émotions. Et c'est vrai que j'ai dû entendre ça. Vous êtes des chantiers émotionnels. J'ai dû entendre cette phrase étant ado, même jeune adulte, sans problème. Voilà. Mais pas que aux femmes ados. Hein. Ouais, aux femmes tout court, quoi. Oui. Les femmes en général, qui on attribue le côté hystérique et tout. Oui, c'est vrai, complètement. Qu'on dit pas pour un homme d'ailleurs. C'est vrai aussi. Merci pour cette intervention. Tu peux boire de l'eau. Je sens que mais c'est pas l'eau, c'est juste. Tu es bien sans peine. Désolé. Il n'y a pas de souci. Rapidement, t'es sortie. Parce que là, écoute. Il faut. Dans mes sorties, il y avait le film 20 000 espèces d'abeilles qui est sorti au mois de février, qui est un très beau film, très doux, qui s'inscrit vraiment dans ce mouvement un peu de renouveau du cinéma espagnol, avec des nouvelles cinéastes, des nouveaux cinéastes aussi, qui vont commencer à filmer des nouvelles choses avec une photographie hyper solaire, hyper doux et un style très naturaliste. Et là, ce film, qui est un film qui raconte l'histoire d'une petite fille transgenre de 8 ans, qui, le temps d'un été, va essayer de faire accepter sa véritable identité à sa famille. C'est carrément ça. En fait, le film va vraiment accentuer le côté douloureux de cette situation pour la petite fille, où on voit qu'elle se fait mégenrer constamment par ses proches, par ses voisins, ses amis. Et en même temps, on va aussi se concentrer sur sa mère, sa grand-mère et son entourage, voir un peu la différence qu'il y a entre les deux générations et comment est-ce que ces deux entités vont pouvoir dialoguer pour trouver une solution. Et c'est un film qui se veut vraiment porteur d'espoir et hyper positif, en fait. 20 000 espèces d'abeilles, du coup. Toujours en salle, actuellement. Et ensuite, tu as une autre cause, c'est HLM Poussy. C'est HLM Poussy, qui sort le 6 mars, que j'ai déjà pu voir, qui est aussi un premier film, et qui est un film, alors parfois un peu maladroit, mais jamais dans le sujet qui traite de la manière, en fait, dont la jeune génération va se réapproprier le mouvement MeToo. Donc le film raconte l'histoire de 3 amies collégiennes. L'une d'entre elles se fait agresser par un ami de son frère et une autre va décider d'elle-même de poster en fait la vidéo sur les réseaux sociaux sans l'accord donc de la fille qui a été agressée. Et voilà, à partir de là, leur amitié, ça va en prendre un coup et il va y avoir il va se passer plein de choses. J'en raconte pas plus, mais ce qui est hyper intéressant avec le film en fait, c'est que c'est un film qui parle de consentement, qui parle aussi de différence entre la différence entre les classes sociales et de comment est-ce que en fonction des privilèges que tu vas pouvoir te positionner par rapport à ces thématiques, ce qui je trouve n'a pas été tant que ça abordé en fait au cinéma, ou en tout cas jamais aussi de manière aussi évidente et où c'est vraiment le cœur du sujet. Et en plus de ça, un choix qui est super intéressant, je trouve, à une époque où de plus en plus on commence à se questionner sur la manière dont on va filmer les agressions sexuelles au cinéma, ce qu'on va montrer, ce qu'on va dire et tout, c'est qu'en fait la réalisatrice, elle a décidé de faire l'agression, c'est un bisou non consenti. Alors il n'y a pas de débat sur le fait que c'est une agression, mais en fait elle va pas dans la mise en scène hyper glauque, hyper violente. C'est pas Bellucci dans un exactement. Okay. Elle part vraiment de ce postulat de en fait c'est suffisant et c'est suffisant pour comprendre tout ce qui se joue derrière, comprendre comment ça va déstabiliser la petite fille qui a 13-14 ans dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à cause de ça, la réalisatrice a mis énormément de temps à produire son film parce que certains producteurs lui disaient mais on va jamais croire à ton histoire si l'agression c'est juste... C'est juste, voilà. C'est très d'actualité à la lumière de tout ce qui se passe en ce moment dans le cinéma. Du coup, ça fait écho au film Irrésistible. Ouais. Irréversible, pardon. Ouais, parce que du coup, c'est pas la même chose. Mais ça fait totalement écho à ce film-là. Et d'ailleurs, l'actrice, des années plus tard, regrette d'avoir tourné cette scène. Et dit que même elle est choquée en revoyant les images. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'avais vu le film, j'étais un peu moins éduqué là-dessus. J'étais beaucoup plus jeune. Et pour le coup, j'avais pas pris de plaisir ou non à regarder la scène, mais juste... Je m'étais pas fait la remarque de est-ce que c'est important ou pas. Et en fait, avec le temps, et en côtoyant plus de femmes, et ma copine justement, depuis des années, etc., et en parlant, c'est qu'en revoyant le film, je me suis dit, mais
Moi, je trouve ça génial, Irréversible de Gaspard, parce qu'en plus, il y a un truc qui était très marrant au moment de la sortie, je me souviens, c'est que tous les gens, en fait, qui étaient très mal à l'aise devant cette scène, qui a été... Enfin, je veux dire... Monica Bellucci n'avait pas été du tout piégée ou quoi que ce soit. Elle savait même qu'ils allaient rajouter sur Joe Prescia, qui joue l'agresseur, le sexe en image de synthèse. C'est MacGuff qui avait fait ça. Donc elle était au courant de tout ça, etc. Elle le savait, tout ça. Et ce qui était très intéressant en fait d'Irréversible, c'est que les personnes qui étaient très mal à l'aise en fait vis-à-vis de ça, et moi j'en ai fait l'expérience, c'était les mecs. Ouais. Moi, je connais pas un seul mec, en fait, et j'en ai vu des tordus, en fait, qui allaient voir Irréversible à l'époque. J'en connais pas un seul, en fait, qui ait pris un once de plaisir dessus. Je pense qu'en fait, ça te mettait justement dans la position, en fait, de la victime, absolument pas du tout de la voyeur. On n'était pas du tout dans un rape and revenge classique, en fait, que c'est un genre, sous-genre du cinéma d'exploitation des années 70, le rape and revenge, où justement, les cinéastes de l'époque jouaient sur ce trouble-là. Et ça, effectivement, tu peux le questionner. De ton point de vue d'homme, je pense. Mais non, je te parle justement du point de vue de femme, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me souviens que quand j'ai vu le Irréversible avec ma femme, ma compagne, à l'époque, moi, à cette scène-là, en fait, je lui ai proposé 5 fois, en fait, de sortir. Ouais. Et c'est elle qui m'a dit non, regarde, on continue à regarder. Et après, moi, je pensais que j'étais une exception, en fait, dans le truc. Je me suis rendu compte que j'étais la norme. Réellement, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, la perception en fait de la scène en fonction que tu étais un homme ou une femme, et de toute façon, quand bien même, ça interroge, ça te donne, et tout le truc de Irréversible, c'est ça, c'est-à-dire que de te donner sur ce schéma-là une perception complètement différente de par le procédé en fait adopté par Noé, qui était cette question de l'inversement. Ce qui est dur, c'est que cette scène, elle restera, j'allais dire dans les annales, c'est le pire choix de terme, mais elle restera profondément choquante. Et en fait, j'aimerais pas qu'elle amoindrisse, par comparaison, le type d'agression qui est montré dans Tiger Stripes, justement, où ils ont dû se dire ouais, mais c'est pas assez, on va pas y croire à cette agression, parce qu'on a montré plus. Dans HLM Pussy. Cette scène-là, pour moi, elle est très violente pour beaucoup de femmes qui ont vécu ce genre d'agression, ou même à minima, une agression sexuelle, vraiment à minima, quoi. Encore si on peut dire un minima. Mais moi, personnellement, tu vois, de mon expérience, à chaque fois que j'ai regardé ce film avec des personnes féminines, je me souviens qu'on était avec un groupe de potes en vacances, toutes les filles sont sorties, toutes, sans exception. Ma copine, je lui ai proposé de lui montrer un jour, je lui ai dit, voilà, moi, ce film-là... Tu l'as vu beaucoup, quoi. Non, mais ce film-là... Moi, j'y arrive pas à le regarder, je l'ai vu 2 fois, moi, Irréversible, et la deuxième fois, c'était avec le commentaire de Gaspard et de son superviseur des FX, mais j'ai jamais réussi à revoir le film. Mais elle n'a pas supporté, et donc c'est pour ça que je pense que c'est aussi bien de ne pas forcément montrer, on s'en fout, et c'est souvent des remarques masculines qui vont dire... Ah, mais si, il faudrait montrer quand même. J'imagine que ça vient rarement d'une femme, en tout cas, ce genre de choses. Justement, en fait, Irréversible aussi, le problème, voilà, le réalisateur a fait ses choix, mais c'est qu'en fait, l'agression, on se concentre pas du tout sur l'expérience de la femme. On nous raconte pas... Non, mais dans l'histoire, j'ai pas vu le film, mais de ce que j'ai compris, et ce qui change... L'expérience de Monica Bellucci, en fait. Non, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer après pour elle ? Le but de l'histoire, c'est quand même beaucoup les deux hommes qui vont vouloir se venger, plus que elle, comment elle va vivre cette expérience et se reconstruire après. Parce que maintenant, dans beaucoup de films qui traitent de ça, on commence à avoir beaucoup plus de... En fait, qu'est-ce qui va se passer pour la femme après cette agression et comment est-ce qu'elle va... surtout quand elle décide de pas en parler. On n'est pas là pour faire un débat sur Irréversible, mais la question, justement, c'est comment les deux hommes, parce que justement, ils font abstraction de l'expérience de la femme, se lancent dans ce truc-là. C'est très clairement ce que raconte Noé. Et c'est très clairement ce qu'il... En fait, il prend encore une fois une typologie de film et en te l'inversant, il te questionne complètement sur ton ressenti. C'est-à-dire que tu as des sensations quand tu vois Irréversible que tu n'as dans aucun autre de ces films où c'est beaucoup plus inoffensif alors qu'on te présente les mêmes choses. C'est tout ce que j'essaie de dire, quoi. Voilà. Les amis, les 20h, on va devoir accélérer et c'est l'actu ciné jingle. Désolée, on me met à pression. Je suis obligée d'avancer, donc je vous donnerai même pas mes recos. Mais Julien, tu vas nous parler, par exemple, du dernier numéro du SFX Mag. Ah oui. En fait, c'est surtout pour parler de SFX. La presse papier, en particulier dans le cinéma, va très mal. Va mal, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas grand-chose en fait qui continue à subsister en France, mais aussi ailleurs.
Et en fait, SFX, c'est un petit magazine qui continue à bon an mal an faire son bonhomme de chemin. C'est un magazine qui est apparu au début des années 90 et qui continue, qui est un trimestriel, je crois. C'est ça, oui, c'est ça. C'est un trimestriel qui est chaperonné par un monsieur qui s'appelle Alain Bielic. Et qui s'attache à parler du travail de toutes les équipes des effets spéciaux optiques et de maquillage, qui est un domaine qui est plus que jamais important aujourd'hui. D'ailleurs, SFX est apparu au tout début en fait, de la révolution numérique, puisque c'était, je crois que la première couve, c'était T2, donc de Cameron. C'est vachement bien en fait, SFX. Il y a un super beau crédit photo. Et pour moi, ça me tient un peu à cœur en fait voilà, on avait parlé par exemple du règne animal ici à Screen Spirit, et là je sais pas comment je peux faire pour montrer les trucs, mais il y a un crédit photo de ouf en fait où on voit des photos que vous verrez probablement nulle part ailleurs, et on laisse la parole à des gens qui s'échinent en fait dans le cinéma et dont on parle quasiment jamais en fait, qui sont complètement, alors qu'ils posent des vraies questions de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a un article par exemple sur Oppenheimer et un autre article sur The Creator. Moi j'aime aucun des deux films, mais par contre les vraies questions que posent ces deux mecs-là sur comment tu appréhendes aujourd'hui le tournage d'un film et comment tous les outils en fait qu'on a en main sont en train de bouleverser absolument tout ça. C'est passionnant et c'est fondamental. Et juste le truc qui est important, c'est que SFX s'inspire d'un magazine américain qui s'appelait Cinefex, qui était une institution en fait aux États-Unis au même titre qu'American Cinematographer par exemple, ce genre de choses, et qui a arrêté de publier en fait, qui n'existe plus parce qu'il n'y avait pas assez de public, parce que sur internet il y a quelques infos, mais c'est pas des infos qui vont autant en profondeur en fait que dans SFX, ou encore moins dans Cinefex qui est un pavé beaucoup plus exigeant quoi. Et c'est quand même formidable qu'en France on ait la chance en fait d'avoir un magazine comme ça. Je peux vous assurer que c'est pas dans tous les pays qu'on peut avoir ce type de presse. Et voilà, donc je voulais juste leur donner un petit coup de pouce et signaler le fait qu'ils arrivent à survivre dans un contexte qui n'est pas évident. C'est super. En plus, tu avais largement parlé du maquillage ciné, justement, lors de notre émission sur le règne animal. Et je le rappelle, tu as une conférence sur l'IA. J'imagine que ce sera abordé aussi, cette question de vieillissement en temps réel. Est-ce que ça ne pouvait pas être fait par du maquillage ou du costume ? La question, elle n'est pas répondue, à part le 13 mars. Donc, au festival La Cinémathèque, du côté de Chloé, tu veux nous parler d'un autre festival ? Oui, le festival de films de femmes de Créteil qui se passe du 14 au 24 mars. Donc, à Créteil, c'est la 46e édition, ce qui est assez fou. Ça fait 46 ans que ça existe. C'est l'occasion de découvrir donc, il y a des films en compétition, fiction et documentaire, des avant-premières exclusives, avec notamment l'avant-première du film québécois que j'attends beaucoup, qui s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, qui est très drôle. Mais aussi, et le truc plus intéressant, il y a un festival lors duquel il y a des tables rondes, avec notamment une table ronde avec Justine Triet et ses producteurs et productrices, Marie-Ange Luciani et David Thion, pour parler de la réussite d'Anatomie d'une chute. Et également une masterclass de Léa Drucker avec la rediffusion du film de Catherine Breillat l'été dernier, qui est sorti en septembre, je crois, et qui est un film que moi j'aime beaucoup. Voilà. Ok, moi je m'étais noté 16 mars, mais donc c'est du 14 au 24 mars. Ouais, 15 au 24 mars. On a donné 3 dates. Oui. Allez voir sur Internet. Le festival de films de femmes de Créteil. Très bien. Chloé qui a raison, je l'ai lu sur l'affiche. Elle a raison, forcément. Très rapidement, moi je voulais vous parler de Paris Manga parce qu'il y a Christopher Lloyd, mais c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire sur le festival Pardon. Mais je vais vous rappeler qu'il y a Speedon en ce moment sur Twitch qui finira donc le 3 mars 2024, donc dimanche, fête des grands-mères. N'oubliez pas. Et ça prend place au Centre des Congrès de Lyon et ça met en avant le marathon de speedrun en faveur de Médecins du Monde. Voilà. Si vous n'avez pas 50 centimes, 1 euro, que sais-je, ne serait-ce qu'en parler et partager, ça fait du bien à l'événement et c'est tout ce qu'on veut sur Twitch. On va avancer, c'est l'heure du quiz, c'est l'heure où vous allez pouvoir participer enfin dans la salle. On va vous donner la parole, mais aussi dans le chat pour tenter de gagner des entrées à des festivals, des entrées pour des musées. Voilà, on vous régale, c'est parti, on a un jingle.
Alors, la première question, elle est pour vous, la salle. Et en jeu, il y a une entrée pour le Festival de la Cinémathèque. Donc, voilà, c'est super. Et en plus, on a aussi 2 exos pour Oli qui vous seront donnés directement. Oli, qui, je le rappelle, était notre grand angle de cette émission. Donc, la question, vous êtes prêts ? Vous êtes là ? Vous êtes chaud ? En 2007, Jonah Hill et Michael Cera tentent de perdre leur virginité avant leur dernier jour de lycée. Est-ce qu'il s'agit de super bad, super grave, super man, super moche ? Super grave, bravo. Je joue à la main. C'est vrai qu'au bout d'un moment, vous pouvez hurler la réponse. Mais je vais essayer de choper les premières mains qui se lèvent. Effectivement, c'est super grave avec Seth Rogen et Emma Stone. Et c'est produit par Judd Apatow. Félicitations. On reviendra vers toi pour te donner ton lot. Question Twitch, cette fois-ci. La question, c'est pour gagner une entrée au musée Méliès ainsi que des entrées pour voir Oli. Est-ce que vous êtes prêts, le chat ? Je considère que c'est un oui. C'est super, le musée Méliès. Allez-y. C'est vrai. Bon, c'est vrai que tu me l'as survendu, il faut que j'y aille. Ouais, alors, non, en 1980, Jodie Foster joue dans le premier film d'Adrian Lyne. Adrian Lyne, qui raconte l'histoire d'un groupe d'adolescentes dans le Los Angeles à la fin de l'ère disco. Est-ce qu'il s'agit, je ne sais plus parler, de Foxes, de Flashdance, de 9 semaines et demie ou de Liaison fatale ? On l'a direct. On a direct. Instant, c'est Bagger 9500 qui l'a, c'est Foxes, aussi connu en France sous le titre de Ça plane les filles. Voilà, écoute, tu as que des films d'Adrian Lyne, par contre. Oui. Dans les réponses. Mais c'est Adrien Lyne, par contre. Voilà, je tiens à te le dire pour que tu le saches. Autre question pour la salle, et vous jouez pour une entrée au Festival de la Cinémathèque, je le rappelle, 11e édition. Vous pourrez assister à la conférence pilotée par Julien. Voir les films, c'est super, il y a plein d'autres films. Ça suffit. Ouais. Ainsi que des exos pour Oli. La question est la suivante. En 2001, Scarlett Johansson se fait remarquer dans un film inspiré d'une bande dessinée de l'américain Daniel Close. Est-ce qu'il s'agit de Ghost, Ghost World, Ghost Town ou Ghost Rider ? On a une main levée. Bravo, c'est Ghost World de Terry Zwigoff, à qui on doit aussi Bad Santa. Félicitations. On passe à la question Twitch pour tenter à nouveau, cette fois, de gagner une entrée au musée Méliès Cinémathèque. Super, le musée Méliès. Tu me fatigues. Ainsi que 2 entrées pour voir Oli. Ah ben, on l'évoquait tout à l'heure. Alors, dans Carrie au bal du diable de Brian De Palma, elle reçoit un seau de sang sur la tête pendant le bal de fin d'année. Vous avez tous l'image en tête. Est-ce qu'il s'agit de Mélanie Griffith, de Sissy Spacek, de Michelle Pfeiffer ou de Angie Dickinson ? Vous l'aviez ? Bah oui. Est-ce que vous l'aviez ? Alors, tout le monde répond porc. C'était pas la question. Quoi ? C'est non, c'est parce que c'est du sang de porc, ouais. Okay. ils ont vraiment pré-shot. C'était pas la question. Donc, je répète. Est-ce que c'est Mélanie Griffith, pardon. Est-ce que c'est Sissy Spacek, Michelle Pfeiffer ou Angie Dickinson ? Et on l'a pas. Toujours Qu'est-ce pas. qu'on te dit ? On ne l'a pas. Porc, Pfeiffer. Quand même. Dickinson, et c'est à nouveau Bagger qui est trop fort. Il a écrit soit sec, mais je l'accepte. C'est totalement Sissy Spacek. Voilà, elles ont toutes joué, hein, les actrices dont j'ai parlé avec Brian De Palma, mais c'est Sissy Spacek qui a aussi joué pour Terrence Malick et David Lynch. Voilà. Question salle pour une entrée Festival Cinémathèque, ainsi que 2 exos pour Oli. Quel film de Gus Van Sant retrace l'histoire de la fusillade du lycée de Columbine ? Je crois que la première main... Je demande la VAR. Ouais, ici. Alors, je ne vais même pas donner la liste. C'est totalement Elephant, dont la forme est inspirée d'un court-métrage du même nom du réalisateur anglais Alan Clark. J'ai détesté ce film. Pardon, voilà, je l'ai détesté. Peut-être parce que j'étais moi-même très mal à l'aise. Alors, question Twitch. Vous l'avez adoré, j'imagine ? Non, je n'aime pas trop. Je ne suis pas un gros fan de Gus Van Sant. Les éléphants. Non, j'adore les éléphants.
Question Twitch. Vous jouez pour une entrée au musée Méliès qui est absolument... Ouais, c'est génial. C'est génial. Allez-y. Dans quel film un adolescent sans aucun pouvoir particulier décide de devenir un super-héros? Est-ce que c'est Avengers, mais le 11e film? Est-ce que c'est Spider-Man, le reboot du multiverse? Est-ce que c'est Kick-Ass? Est-ce que c'est X-Men, mais 17, le préquel du reboot après le remake? Vous avez peut-être un indice dans la... Oh, bon, c'était juste trop fort. Je vais prendre Clara, parce que Bagger, tu es beaucoup trop rapide. Je vais prendre Clara qui remporte cette question avec Kick-Ass, mais vraiment beaucoup trop fort dans le chat. Effectivement, dont on attend, finalement, on en rigole, hein, mais Kick-Ass, un préquel, peut-être un reboot, avant peut-être un Kick-Ass 3. Les amis, non. il est quoi Non. Par contre, aller au musée Méliès, c'est très bien. C'est vachement bien. Et va voir Dune 2, c'est vachement bien. Si. Ah, Il est 20h11, c'est déjà l'heure de vous laisser. Mais avant tout cela, je vais quand même vous annoncer les petites actus. La prochaine émission aura lieu le 16 mars au Concorde. Alors là, vous dites le Concorde, c'est quelle salle ça, à Paris? C'est pas à Paris, c'est à Nantes. Voilà, et on fera un focus sur Vampire Humanist, cherche Vampire Humaniste. Putain, c'est terrible, je suis bilingue. Vampire Humaniste, cherche suicidaire consentant. Et voilà, il y aura plein de choses, pardon, un focus sur la plateforme Shadows, me dit-on. Et à Paris, par contre, on se donnera rendez-vous le 6 avril, donc au Club de l'Étoile. Donc prenez date, si vous êtes aux alentours de Nantes ou à Nantes même, ce sera le 16 mars. N'oubliez pas, comme d'hab, de suivre la chaîne, de vous manifester auprès des modérateurs si vous avez des questions ou si vous avez tout simplement gagné. Les gagnants également en salle, n'hésitez pas à bien rester pour qu'on vous donne en main propre vos lots. Et puis, n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Chloé, merci Jimmy, merci Julien. Merci allez vraiment voir Dune 2, j'insiste. Et allez au musée Méliès aussi parce que c'est génial. Merci à la régie, merci au Club de l'Étoile. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne séance puisqu'après, c'est Shutter Island. Bonne soirée à tous.